mon job, c'est d'être dans le contrôle en permanence et de ne m'occuper que de ce que je contrôle. Quand tu commences de zéro, souvent c'est des galères. C'est pas fun. T'es tout seul dans tes projets de merde qui marchent pas. Financer une boîte, c'est vraiment le cadet de tes soucis. L'important, c'est d'abord de trouver la boîte. T'as 95% des rêves que tu as qui sont réalisables, qui sont dans ton contrôle. Je veux reprendre une entreprise qui fait entre 1 et 5 millions d'euros. Moi, ce que je m'étais dit, c'est si en juillet, j'ai pas identifié la boîte, j'arrête, je mets en pause ce projet. La BPI, je les ai vus le 2 juillet. Le 8 juillet, j'avais mon accord signé. Salut Pascal, alors je t'ai invité aujourd'hui parce que t'es le repreneur de Lead Active. Tu nous raconteras ce que c'est. En intro, je vais expliquer un petit peu de quoi on va parler aujourd'hui. On veut savoir qui tu es, ton parcours, avant d'être un repreneur d'entreprise, une carrière d'employé, enfin on va dire classique. Euh, donc tu vas nous raconter un petit peu ça et ensuite la transformation, du coup l'idée, la transition de dire je veux racheter une boîte. On veut savoir pourquoi. Pour l'instant tu me l'as pas dit. Pourquoi, comment ça s'est déclenché. Tu m'as parlé de certains copains à toi que finalement t'avais aidé à faire pareil et t'as été ensuite celui qui l'a fait. Et on parlait aussi avant de commencer du fait qu'il n'y a pas forcément énormément de contenu sur la reprise d'entreprise en France ou inspirant ou bien fait. Il y a pas mal d'initiatives autour de ça. Donc toi, tu me raconteras comment tu t'es formé, comment tu as appris et ensuite comment tu as commencé à chercher. Toi, tu fais partie de ceux qui, j'ai cru comprendre, tu nous en diras plus, mais qui sont pas tombés dans le cliché de je passe 3 ans, 5 ans à regarder des centaines de dossiers pour jamais rien faire. Toi, c'était plutôt l'inverse. Donc bravo. Tu me parleras de qui t'a aidé, comment tu as pu trouver des conseils, tout simplement pour faire ton analyse, savoir si tu voulais le faire, pas le faire. Je pense qu'il faudra qu'on parle aussi du fait de sauter le pas, qui doit être quand même le plus dur. Et dans la partie, tout ce que tu pourras nous dire de manière enfin, toutes les choses qui sont non confidentielles autour de c'était quoi le deal, en termes d'ordre de grandeur, de pourcentage, de combien t'as mis, etc. On en parlait. Et enfin, tu nous parles un petit peu de la boîte que tu as rachetée et surtout comment tu as réfléchi au futur, au plan d'action. D'ailleurs, lié à ça, on n'en a pas parlé tout à l'heure en présentation, mais est-ce que tu t'étais dit avant, en termes de OK, j'achète, voici mes critères, voici pourquoi, voici ce que je pense que je peux en faire, ce qui a fait que c'était la bonne, et peut-être un peu la réalité. Ça fait combien de temps d'ailleurs que tu es propriétaire? Ça fait depuis le 1er octobre, donc 28 jours. OK, bah voilà, ça sera le point à 1 mois. Exactement. Et puis on a quelques sujets autour de voilà, je pense que le but aujourd'hui de cet épisode, avant c'était plutôt pour ceux qui nous suivent, des interviews de gens qui avaient des agences qui peut-être un jour allaient vendre, etc. Franchement, ce qu'on a besoin plus aujourd'hui, c'est des interviews de gens qui ont passé le pas, qui ont fait une reprise. Même les vendeurs, c'est moins intéressant parce que voilà, le plus dur, c'est d'acheter une boîte, je trouve. Pas de la vendre. La vente, c'est un peu plus, on la met en vente et on a des conseils. Donc aujourd'hui, on se focus sur le process. Pascal, la balle est dans ton camp. Je te laisse te présenter. Ok, super. Bah, merci Théo, merci pour cette invitation parce que franchement, c'est hyper cool de pouvoir partager cette expérience. Moi, c'est honnêtement un contenu auquel j'aurais aimé avoir accès quand j'étais en phase de recherche d'entreprise. Et d'ailleurs, je suis toujours en phase de recherche d'entreprise, que mon projet, c'est de faire du build-up. On en parlera. Merci pour l'intro. Donc, moi, je suis Pascal Cotte. J'ai 45 ans depuis quelques mois. Je suis marié, j'ai 3 enfants. Et ça fait, on va dire, une vingtaine d'années que je navigue dans l'univers de la tech, du digital, avec une forte connotation sales et structuration d'équipes, de marché, de go-to-market. Peut-être si on fait on va vraiment au début, la genèse de qui je suis, parce que le qui je suis, il est vachement important dans l'après, dans la reprise, tu vois. Euh, Moi, j'ai un parcours scolaire qui est tout ce qu'il y a de plus médiocre, tu vois. Vraiment, j'étais plutôt lambda, sans vraiment voilà, de caractéristiques très fortes en maths, en physique, sur des matières, tu vois, un peu expertes. Donc j'ai eu un peu de mal en fait à savoir, ok, c'est quoi la trajectoire professionnelle que je veux avoir. Et puis il y a la trajectoire professionnelle que tu veux avoir, et puis il y a en fait ce que t'anime, tu vois. Moi, ce qui m'anime, c'est le sport, le ski, la boxe.
les voitures, la mécanique, le moteur, bref. En gros, ce qui m'anime, c'est le mouvement, tu vois, c'est la dynamique, c'est le fait que ça avance. Et donc, moi, j'ai commencé à faire des études de droit parce que ma mère m'avait dit qu'il fallait que je fasse droit. Euh, mm, et, euh, et pendant mes études de droit, j'avais un job d'étudiant. Euh, J'étais voiturier dans un hôtel de luxe. Et en fait, c'est un peu comme ça que tout mon process de carrière, il a démarré. C'est-à-dire que j'ai commencé à bosser, tu vois, dans cet hôtel de luxe, et puis j'ai commencé à faire le concierge, la réception, à bosser au service commercial, etc. Et en fait, j'ai compris que il y avait un environnement dans lequel je me sentais bien, c'était quand j'étais en interaction, tu vois, avec les gens, avec autour d'un service, autour de, tu vois, d'une prestation, etc. Donc j'ai Beaucoup plus à l'aise que derrière tes livres ou tes trucs de droit où il fallait apprendre et pas bouger pendant 12 heures. exactement et beaucoup plus à l'aise qu'à l'école, tu vois, En général, très bien. au collège, au lycée, etc. Et donc j'ai bifurqué, j'ai passé les concours d'école de commerce, je suis allé à Marseille en école de commerce. Et là, j'ai fait tous mes stages, etc., plutôt dans le domaine de l'hôtellerie et compagnie. Et donc, je me destinais plutôt, tu vois, à intégrer ce parcours dans l'hôtellerie, dans le tourisme, dans le travel, et tu vois, avec du mouvement, avec, tu vois, des clients, du volume. Et puis, un peu par hasard, mais je crois que les choses arrivent jamais vraiment par hasard. En fait, c'est ma copine de l'époque, qui est ma femme aujourd'hui, qui m'envoie une annonce d'une boîte qui était dirigée par son oncle, qui était une agence de développement commercial externalisé. Il cherchait des commerciaux pour les brasseries Cronenbourg. Et c'est quand même rigolo de voir que, tu vois, 20 ans après, la boîte que je reprends C'est ça. est une agence de développement commercial externalisé, mais à l'échelle 2.0, tu vois. Ouais, exactement. Et, euh, et donc, je décide, je passe les entretiens pour cette boîte, et en fait, je décide de y aller. Je décide de y aller parce que, en fait, ça m'intéresse de comprendre, euh, en gros, la posture commerciale. Qu'est-ce que c'est que de vendre un produit? Qu'est-ce que c'est que de vendre un service? Et à l'époque, j'en parle avec mon père qui me dit, bah, en fait, si oui, tu as envie d'être dans l'hôtellerie et de diriger des hôtels ou des centres de profit, bah, c'est quand même intéressant d'aller apprendre la technique plutôt de l'autre côté de la barrière, quoi. C'était quoi le poste, le job? Commercial terrain. Ouais, Donc donc j'étais commercial CHR et donc je décide de rentrer chez eux. Et donc j'intègre voilà ma petite voiture de place, mon bon de commande papier, un CRM qui n'existe pas puisque à l'époque t'as pas de CRM, t'as des espèces de fichiers Excel dans lesquels t'as des commandes qui sont prises. Et il y en en a fait, encore beaucoup qui bossent comme ça en 2025. Hein. ouais, c'est ça. C'est ça, et c'est pour ça que nous, tu vois, on pourra en parler, mais chez Lead on sait qu'on a des gros sujets là-dessus pour aider les clients justement à structurer cette approche. Et donc, je te la fais courte, mais en fait, c'est vraiment cette première étape-là, elle est assez fondatrice dans ce que je suis aujourd'hui, parce que moi, j'étais quelqu'un qui était pas très à l'aise en public, j'étais pas très à l'aise, tu vois, en situation de prospection. Quand tu bosses dans les hôtels, tu es plutôt de l'autre côté de la banque, tu vois, tu réponds à un service, donc c'est assez différent, c'est plutôt facile. Et en fait, ça m'a vraiment fait sortir de ma zone de confort, parce que quand tu te retrouves tout seul dans ta petite voiture et que tu prospectes à Lyon, à Saint-Étienne, à Clermont-Ferrand, et que tous les jours tu dois visiter des dizaines de bars pour aller référencer des bières, etc., alors que les clients sont déjà équipés, vraiment ça t'oblige voilà, à t'adapter, mais surtout à mettre en place des techniques qui te sont propres pour être le plus efficace possible, le plus performant, le plus à l'aise, et surtout le plus, comment dirais-je, pertinent dans un marché où ton client en face de toi, il est sollicité de toutes parts. Et en fait, j'ai adoré ça. Vraiment, j'ai adoré. Et assez rapidement, ça m'a permis d'évoluer. Et t'étais bon? Ouais, j'étais bon, ouais. Ouais, Vraiment, des hein. bons résultats.
OK. Donc, Donc tu as ça adoré parce que tu as trouvé peut-être, le c'est fameux ikigai, un mélange de quelque chose où il y a on a besoin de toi, tu es bon à le faire ouais, et tu aimes le faire. exactement. En fait, c'est pas une question de prétention en dire, j'étais bon, mais en fait, c'est un c'est un peu comme ça que j'ai commencé à devenir, qui j'étais, qui je suis, censé être, tu vois? Heu et tu as, je sais pas si tu as entendu, Mosiman hier sur France Inter ou avant-hier, qui disait, Non. il citait il citait un grand philosophe grec qui OK. s'appelle Nikos Aliagas, qui lui a dit qui lui a dit quand il a gagné la Star Academy, hem: «Deviens ce que tu es et travaille pour le rester». Et ben, moi j'ai trouvé que cette phrase, elle est exactement, applicable à mon parcours. C'est que moi, quand j'ai commencé à travailler, j'ai commencé à devenir la personne que je devais être et donc depuis, maintenant, 15 ans ou 20 ans, je travaille pour rester cette personne et l'étape de reprise d'entreprise, je dis pas que c'est une finalité dans, c'est pas un aboutissement dans la personne que je dois être, mais c'est vraiment je dirais une étape très importante qui vient, voilà, valider, tout un certain nombre de choix que j'ai fait les 15 dernières années. Choix et tu as réussi, clairement à trouver ta voie assez vite. Parce que quand tu fais un job aussi difficile, de commercial de terrain et que tu dis: «J'adore et je suis bon», bon, ben tu fais partie des 1 des gens qui ont réussi à trouver leur voie et donc tu as pu rester, focus là-dessus, quoi. Ça, c'est bien. Ouais et puis, bah, tu es focus là-dessus aussi parce que tu rencontres, des personnes, en fait, qui vont t'accompagner dans ce parcours. Moi, j'ai quelques mentors, tu vois, qui m'ont vraiment pareil, qui m'ont mis des claques à cette époque-là. Pour, me mettre dans le droit chemin. Je pense à un garçon qui s'appelle Bertrand que j'adore, qui m'a vraiment drivé. Il y en a plein d'autres, mais c'est encore des tu vois, les réflexions que j'ai eues à l'époque, les conseils qu'ils m'ont donnés, c'est encore des conseils que je m'applique à moi-même aujourd'hui, ou que tu essayes de transmettre, à ton équipe ou à tes commerciaux ou à tes collaborateurs avec lesquels tu travailles. Donc sur le parcours, c'est vrai que cette première étape, tu vois, d'être, voilà, sur le terrain, face à, voilà, des situations, parfois, assez difficiles, elle est vraiment super enrichissante et ensuite elle a guidé un peu tout mon parcours. Derrière, j'ai quitté Cronenbourg parce que Cronenbourg est racheté par un nouvel actionnaire qui s'appelle Carlsberg et donc ils décident d'organiser leur force de vente, différemment et donc moi à ce moment-là, je me dis, «Bah, en fait, j'aime vraiment, ce côté vente, ce côté négo, donc comment je peux faire pour aller chercher de la compétence?» Et à l'époque, j'ai un copain qui est toujours un de mes copains qui lui est grand compte, à l'époque chez Procter& et Gamble. Il s'occupe des négos, avec Carrefour et compagnie et il me dit: «Bah, honnêtement, c'est les meilleures écoles du monde, il y en a 3 boîtes, il y a Procter& Gamble, Unilever et Mars et en gros, si tu veux apprendre à négocier et à faire des gros deals, et à te confronter à des réalités de marché qui sont vraiment très difficiles, il faut aller là-bas». Donc je décide de prospecter, ces 3 boîtes, pas plus et je suis embauché, chez Mars en tant que compte clé, national. Donc C'est je quoi les m'occupe marques, connues de Mars? Mars, c'est Snickers, M&M's, c'est le groupe, Mars, du coup. Mars, Milky Way, OK. Oncle Ben's, tout Royal Canin et cetera. C'est une énorme boîte, familiale en plus, mondiale, ça fait des milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et donc je suis embauché, recruté en tant que compte clé, national pour m'occuper des négos avec, des gens comme Carrefour, Système U, Intermarché et cetera. Et là, tu changes de braquet. C'est-à-dire que tu arrives d'un environnement où, tu vois, tu es commercial en local auprès d'une cible de clients, bah, plutôt, indépendants, commerçants, marchands, distributeurs, entrepositaires. Là, tu te retrouves face à des acheteurs de la grande distribution. Heu, alors on peut évoquer tous les clichés de la grande distribution
des rendez-vous avec 3 heures de retard, de la chaise cassée, on te met dos au mur de la porte. Ouais, tout ça, c'est vrai, c'est vraiment vrai. Hem, mais, mais ça t'oblige aussi à être dans un degré de, tu vois, de préparation, de compréhension, et de collaboration avec tes équipes, enfin avec les équipes qui t'entourent, tu vois, le marketing, le planning, la logistique, et cetera. Et donc là, tu commences toi-même, en tant que personne, à changer de posture. Tu es plus là pour vendre, tu vois. Tu commences à être, avoir une vraie responsabilité collective sur les enjeux stratégiques de développement de la boîte, tu vois, les enjeux commerciaux de la boîte. Et tu toi-même côté distributeur, tu vois, tu es vraiment perçu comme quelqu'un qui apporte de la valeur, même si on te fait croire que c'est pas le cas. Tu es vraiment important parce que s'il y a plus de Mars et de sneakers dans les rayons, c'est quand même un gros problème, tu vois. Donc il y a cette espèce de jeu, mais qui du coup t'oblige en termes de, en termes de posture, en termes de technique, en termes de structuration, à être absolument rigoureux. Et c'est vraiment là que moi j'ai commencé à vraiment avoir le déclic sur, bah, en fait, les vrais gars qui réussissent en vente, c'est pas le talent, ok? C'est la méthode, la préparation, la structuration. Parce que tu peux beau me dire tout ce que tu veux. Quelqu'un qui a du talent mais pas de méthode, ok, il peut réussir. Mais quand il y a des ouragans, des creux, des baisses des conjonctures, etc., il est beaucoup plus sensible à ça. Alors quelqu'un qui a pas de talent, mais qui a de la méthode et de la structuration, il a donc de la régularité et donc lui, il est en permanence dans le contrôle. Et donc ça, moi, c'est quelque chose qui m'a, c'est à ce moment-là, ce cheminement qui a commencé à se faire dans ma tête, qui est de se dire, en fait, mon job, c'est d'être dans le contrôle en permanence et de ne m'occuper que de ce que je contrôle. Ah, là, on revient limite aux philosophies grecques, là, c'est du stoïcisme. Ouais, mais du coup, en fait, ça t'aide vachement à prioriser, tu vois, et à passer ton temps sur ce qui est important, parce que ce que tu contrôles pas, bah, effectivement, t'as pas d'impact. Alors que ce que tu as immédiatement entre les mains, bah, effectivement, tu peux générer une action, et c'est finalement cette action-là qui est la plus importante. Très Donc je, différent avec ta première expérience. Première expérience, c'était vraiment brute force, je vais sur le terrain. Là, t'as appris, déjà bravo, parce que tu allé prospecter toi-même une boîte où ils sont très très bons en vente, donc ils ont dû apprécier que quelqu'un vienne leur vendre le fait de bosser pour eux. Et tu es allé chercher des compétences complètement différentes de structuration, grand compte, pensée, gestion de projet, pas je suis tout seul avec ma voiture, quoi. exactement. Surtout, c'est grâce au fait d'avoir été chez Mars, tu vois, dans cette entreprise-là, d'avoir rencontré des personnes. Enfin, ils investissent sur toi. Ils dépensent, tu vois, du temps et de l'énergie pour t'apprendre des méthodes, de la technique, etc. Et ça, tu vois, ça, c'est un book qui s'appelle Strategic Selling, ok? Il date donc de 2008, ouais, 2000, tu vois. Et donc là-dedans, tu vois, c'est tout. C'est marrant, hein, tu vois? C'est une partie du knowledge de ce que j'ai appris, à l'époque Ça vient de sur, chez eux ou c'est un livre externe? non, non, ça vient de la boîte de formation qui nous accompagnait à l'époque sur la partie, grand compte. Et donc tu vois, heu, tous ces trucs-là, en fait, c'est vraiment des apprentissages, auxquels j'ai eu accès parce que, voilà, tu as la chance d'être dans une entreprise qui va pouvoir, t'y donner accès. Mais aussi, il faut être, il faut être perméable à ça. C'est-à-dire que moi, j'ai vu là-dedans, hem, en fait, des opportunités de dire: «OK, ça va m'aider dans mon job, ça va m'aider à être performant, ça va m'aider à faire, à répondre aux besoins de mon client, et donc du coup, ça va m'aider à moi être satisfait». Parce que si mon client est satisfait, je suis satisfait moi, mais ça va surtout m'aider à délivrer, quoi, et à avoir de l'impact. Et pour ça que, tu vois, sur les sujets de formation, de contenu et tout ça, on sait que chez les commerciaux, c'est toujours parfois interprété de manière un peu différente. Mais je dirais que ce contenu-là sur, bah, comment devenir un bon sales, en fait, ou en tout cas comment développer des méthodes, bah, ça peut s'appliquer à plein de situations.
et que, bah, comment devenir un bon repreneur ou en tout cas, quelle est la méthode de vente pour devenir un repreneur? Bah, c'est des choses que si tu n'y as pas accès, à un moment donné, tu peux pas les inventer tout seul. Tu peux avoir de l'intuition, tu peux avoir du feeling, tu peux avoir des rencontres, mais il y a aussi des choses, que le groupe, les mentors, l'équipe, les accompagnants, les conseils et cetera vont t'apporter pour que toi, tu deviennes performant dans ton objectif de, «Je veux reprendre une boîte». Donc, j'aime bien arriver à faire ce parallèle-là entre, ce que j'ai appris et développé dans ma carrière de sales et comment tu l'appliques, parfois de manière inconsciente, sur la suite. Ouais, et c'est hyper intéressant parce qu'en effet, je pense que la reprise d'entreprise, on sait qu'il y a, X bouquins, livres écrits dessus. Moi, je les trouve tous, nuls, inintéressants, vraiment, j'aimerais bien les lire justement pour faire des reviews et créer du contenu autour, mais ça n'a aucun intérêt. Donc je pense que c'est le genre de truc que pour l'instant, tu es obligé d'apprendre via autre chose. Donc toi, tu as appris, tu ce que tu as appris dans ta vie pour ce process de reprise ou justement, comme on est en train de faire aujourd'hui, tu as besoin de l'expérience des autres. Du coup, pour, faire la transition, est-ce que tu étais dans cette, entreprise-là quand, tu as commencé ton process de reprise ou globalement, pour nous dire en 2 mots le reste de ton parcours et pour en arriver au moment où tu commences Exactement. à penser reprise? Donc là, chez Mars, j'y reste 3 ans et en fait, je suis appelé par quelqu'un avec qui j'avais travaillé auparavant chez Cronenbourg, qui m'appelle et qui me dit: «Pascal, il faut que tu rencontres mon CIO. Je suis dans une boîte là qui arrive en France. Ils ont besoin de structurer leur approche, commerciale parce qu'en fait, ils grandissent très, 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 très vite et en fait, ils ont besoin d'avoir des gens qui sont capables, d'apporter des méthodes qui viennent de grands groupes». Cette boîte-là, elle s'appelle Groupon. En 2011, on est 20, ils sont 20 en France, 25. Et je rencontre le CIO qui s'appelle Frank Zorn et ça se passe très bien et il me dit: «Bah, OK, si ça te dit, viens chez nous, on a besoin de gars comme toi. Tu seras pas dans un grand groupe, tu seras pas chez un corporate, tu auras pas tout ce que tu as aujourd'hui. Mais moi, j'y ai vu une opportunité géniale». Tu vois, je te parlais de dynamique et de mouvement, bah, de Ah pouvoir ouais. de contrôle, de pouvoir mettre en pratique ce que j'avais appris auparavant et donc d'avoir de l'impact. Et cet impact-là, il va durer 7 ans. Je suis resté 7 ans chez eux. Au début, je suis arrivé, on avait je devais avoir une équipe de 3 ou 4 personnes. À la fin, au total, on est 1000. Je gère un PNL qui fait, quasiment 80 millions d'euros de chiffre d'affaires et 30 millions de marge, tu vois? Hem, on est sur un périmètre européen, et tout ça en 7 ans, avec, plein d'aventures incroyables, là-dedans, où j'ai eu des casquettes de DIRCO, de DG, de DRH, bref, une formation accélérée pendant 7 ans qui vaut probablement, 20 ans d'autres boîtes, tu vois? Je rappelle que Groupon est toujours à ce jour l'entreprise qui a eu la plus forte croissance de tous les temps et je me sens hyper chanceux d'avoir pu Même participer. devant OpenAI? Alors peut-être plus, un Ah! OpenAI, mais en tout cas en termes de trajectoire sur les 3 premières années ou 2 premières années, OK, OK, ouais. on est là-dessus. Hem et en fait, cette expérience-là chez Groupon, elle m'a vraiment forgé, dans ma capacité à être dans, heu, tu vois, l'exécution, la rigueur dans l'exécution, la vitesse, d'exécution, la notion de performance, la notion de remise en question, parce que quand tu es dans une boîte qui va aussi vite, en fait, c'est tous les jours, tu te poses la question sur si ce que tu fais, bah, tu l'améliores, tu l'arrêtes ou tu continues, tu vois? Et tu te reposes jamais sur tes acquis. Je reste 7 ans, je me fais sortir comme tous les autres, membres du CODIR, parce qu'on a un changement de CIO et que, tu vois, en fait, c'est des cycles et on sait que ces cycles-là, à un moment donné, ils s'arrêtent et que quand tu fais partie de l'équipe de l'ancien CIO, bah, c'est normal que le nouveau CIO amène son équipe et ça, il y a pas de sujet là-dessus. Et derrière, je passe 3 ans chez Michelin où je rejoins un de mes anciens, collègues de Groupon qui était devenu patron de chez Michelin,
qu'on appelait expérience à l'époque. Donc expérience, c'est en gros chez Michelin, tu as le pneu, puis tu as tout le reste. Et le reste, c'est toute la partie guide rouge, les cartes, les guides, etc. Là, je deviens DG d'une joint venture sur le monde du voyage. En gros, notre métier, c'est de créer une plateforme qui vient digitaliser les établissements hôteliers, les restaurateurs, les activités, et en gros de faire du package en ligne. Michelin a fait ça. Ouais, Michelin a fait ça. Donc là, on a structuré, on a racheté une boîte pour faire ça. On a racheté une techno. On a structuré des équipes, produits, marketing, sales, etc. Donc j'avais la responsabilité de ça. Et donc là, c'est un peu à ce moment-là que commence dans ma tête la notion de, OK, je commence à avoir une bonne compréhension de mes compétences et de mes capacités. Mais j'avais, et tu vas me dire, c'est un peu bizarre, j'avais un peu ce syndrome de l'imposteur qui était de se dire, bah ouais, mais chez Groupon, j'ai passé 7 ans, en fait, la boîte, elle a cartonné partout dans le monde. Quel est réellement l'impact personnel que j'ai eu sur, sur ce succès? Tu vois, tu sais pas trop. Et puis tu fais des conneries, et puis tu vois, je fais plein d'erreurs là-bas et tout, c'est normal. Bon après, ce qui compte, c'est pas forcément que ce soit grâce à toi, mais c'est que tu l'aies fait, tu l'aies vécu et donc tu peux le refaire. En tout cas, tu Et as intégré comment le refaire. Après, en effet, si tu le refais dans une boîte qui marche pas, elle marche pas, mais tu l'as fait une fois. exactement. Et en fait, c'est un peu ça, tu vois, ce questionnement que tu commences à avoir, qui est de te dire, bah, et du coup, le fait de se lancer, tu vois, le fameux pas que tu évoquais tout à l'heure. Ok, bah, est-ce que vraiment je suis sûr de moi? Est-ce que vraiment je suis en full capacité de me dire, ok, je suis vraiment sûr que je peux le faire? Et quand tu es tout seul pour réfléchir à ça, bah, assez rapidement, tu peux te dire, ouais, non, je préfère le confort. Attends, je suis marié, j'ai mes enfants, j'ai mes Et loisirs. aussi, ce que je dirais, je me permets, c'est que j'écoute ton parcours, je me dis, franchement, moi j'ai été entrepreneur toute ma vie, mais c'est quand tu commences de zéro, souvent c'est des galères. C'est pas fun. Tu es tout seul dans tes projets de merde qui marchent pas. Et là, alors c'est sûr que quand ça marche, c'est 100 fois mieux, hein. Mais du coup, dans ton cas, je me dis: «Mais pourquoi lui, il veut racheter une boîte?» Parce que toutes ces expériences, elles étaient incroyables. Ouais, J'imagine qu'à ce moment-là, ça te venait même pas à l'esprit. Par contre, qu'est-ce qui fait que sur les 3 dernières années, tu as commencé à te dire: «Pourquoi pas moi?» Parce que le confort, c'est à la fois le confort d'un groupe, mais c'est aussi le fait que, comme je dis, ça marche, tu as des collègues et cetera. La solitude d'entrepreneur, c'est aussi quelque chose. Donc à quel moment tu as commencé à te dire ça et qu'est-ce qui ouais. exactement, très bon point. Et du coup, en fait, ma dernière expérience, j'ai passé 3 ans à diriger les opérations internationales d'une fintech italienne qui s'appelle Satispay. En gros, j'étais le premier recruté en dehors de l'Italie pour développer les marchés, pour faire simple. Et en fait, dans ma tête, j'avais besoin, je commençais à avoir ce truc un peu inconscient, mais je me suis dit, j'aimerais une espèce de dernière expérience, un peu from scratch, où en fait, je vais venir voir si je suis capable d'exécuter vraiment des gros plans très ambitieux dans une boîte qui a de l'ambition. Et donc, je suis recruté par Satispay et on ouvre une filiale en France, au Luxembourg, en Allemagne. Je suis le premier, hein, donc je retourne dans la rue. Première ville à Metz, commerciale. Je vais dans les points de vente et je vais tester le pitch, tu vois. On est sur une méthode de paiement, application mobile, etc. Donc je reviens 15 ans, tu vois, en arrière pour aller tester les objections, machin et tout. Tu te dis, putain, après avoir fait tout ça, Mmh. on va te dire. Ouais, ouais. Mais en fait, j'avais besoin de sentir ça. Et alors évidemment, on avait des moyens importants. On a structuré des équipes, on a ouvert des villes sur un modèle très Groupon-like ou Doctolib. Tu vois, on ouvre des villes, on envoie les commerciaux, on recrute, ensuite on push en marketing et on crée on crée du lien et du fit avec notre produit. Et en fait, tous les indicateurs de performance que on avait mis en place, notamment côté business et côté marchand, on les a explosés. Vraiment. Le deuxième point, c'est que j'avais à ce moment-là créé une équipe. Je les avais tous recrutés un par un. J'avais créé une équipe internationale.
Et pour la première fois, j'avais réussi, tu vois, à mettre en œuvre un certain nombre de principes de management, de collaboration, etc., qui fonctionnaient super bien. C'était un peu le condensé de tout ce que j'avais appris auparavant. Et j'avais des feedbacks, tu vois, sur la capacité à avoir de la vision, à être bienveillant, à s'occuper d'une équipe, mais en même temps à être dédié au client, à être dans l'exécution et tout, qui était super fort. Et donc, quand, en fait, d'un point de vue business, avec les founders de Satispay, on a commencé à discuter un peu des pivots qu'ils devaient faire parce que la boîte était pas profitable et que nous, ce qu'on faisait coûtait assez cher. En fait, moi, dans ma tête, j'étais là, OK, c'est le bon moment pour moi parce que je sais maintenant, en gros, ce dont vraiment je suis capable. Peut-être que Ouais, je là, clairement, tu as fait de l'entrepreneuriat. Tu as lancé, une boîte. Alors oui, il y avait des moyens, mais tu peux aussi ouais, ouais. trouver les moyens pour quelqu'un d'autre. Donc c'est là où tu t'es dit: «Ah OK, je sais faire et pourquoi pas pour moi?» Et là, à ce moment-là, j'avais validé, tu vois, dans ma tête, j'avais validé que j'étais capable de maintenant le faire pour moi-même. Alors, il m'a fallu du temps. Il y a des gens, ils sont capables de le valider au bout de quand ils ont 18 ans ou 16 ans, tu vois? Moi, il m'a fallu un peu plus de temps. Et du coup, ce déclic-là, il s'est fait vraiment, heu, l'année dernière, tu vois? Courant de l'été, été 2024. Ouais, c'est ça. Mais aussi parce que autour de moi, j'avais justement commencé à créer une sorte un peu de collectif de repreneurs, un peu par hasard. J'ai des copains en fait qui s'étaient tous, ils s'étaient fait liquider un peu un par un dans leur boîte. Tu sais, le fameux cliché de t'as 45, 40, 45 ans, t'arrives à un certain niveau, tu te fais sortir pour des bonnes ou pour des mauvaises raisons, mais en tout cas tu te fais sortir. Et souvent, une des suites logiques, c'est bah, je veux reprendre une boîte. Et ces 4-5 copains du quartier hein, qui habitaient autour de chez moi, j'ai croisé à l'école et tout. Et je me suis dit, bah, À l'école des enfants, du coup, ouais, j'imagine? c'est ça. Je me suis dit, bah, tiens, je vais les faire se rencontrer, donc je vais organiser un apéro, tu vois. Puis, je sais pas, ils ont peut-être des trucs à se dire, tu vois, ils ont qu'à partager leurs galères. Et on a commencé à créer un petit groupe comme ça, où on était 5. Et puis, en fait, tous les mois, ça changeait de lieu. C'était les uns chez les uns, chez les autres. Et en fait, on faisait venir un repreneur qui avait lui repris une boîte et qui venait partager un peu son parcours, ses galères, comment il avait fait, etc. Et là, j'ai commencé à voir un truc qui était super chouette, qui était, bah, il y a un besoin d'avoir accès à ce type à ce type de contenu, en fait, à avoir accès à ces personnes, parce que c'est pas évident que tu les rencontres tous les jours. Il y a des tas de questions que tu as qui peuvent être, bah, enfin, qui sont tout à fait pertinentes et bah, par quoi tu commences, où est-ce que tu cherches, comment tu cibles, comment tu l'as rencontré, comment tu as fait? Et il y a surtout des tas de questions qui te font un peu peur, parce que, tu pas le knowledge. En fait, tu te dis, «Tiens, mais une boîte qui fait 5 millions en fait, comment je fais? J'ai un livret A, c'est impossible, c'est inaccessible». Alors qu'en fait, tout le monde te dit que financer une boîte, c'est vraiment le cadet de tes soucis et que, l'important, c'est d'abord de trouver la boîte. Parce qu'une boîte une boîte qui est rentable et qui gagne de l'argent, elle sera toujours, finançable sans aucun problème. C'est un peu comme ça qu'en fait la graine, elle a été, plantée avec mon petit groupe de repreneurs que j'animais, comme ça. Donc toi, tu étais le seul qui t'était pas fait, Exactement, virer tu as tout à fait et tu étais raison. le coach un peu. Moi, j'étais en poste, donc j'animais ce petit groupe. Tu vois, j'essayais de faire un peu interagir et tout. Et puis, bah, sur ce groupe originel de 5 personnes, les 5 ont repris. Tous dans un timing de 2 ans, tu vois? 2 ans et demi au total. Dans des domaines hyper variés ou tous un peu? Très variés, j'en ai un qui a racheté une boîte qui fabrique des bateaux, alors qu'avant il faisait de l'immobilier. J'en ai un qui faisait du contrôle de gestion chez un grand constructeur suédois, enfin qui faisait plutôt du leasing, qui a racheté une menuiserie qui fabrique tous les comptoirs pour Burger King. Heu, J'en ai un qui a repris, qui vendait des ascenseurs et des escalators, qui a repris une boîte d'imprimerie, tu vois? Donc il y a plein de cas différents.
Mais effectivement, ils m'ont tous dit: «Bah, tiens, tu rigolo Pascal parce que, tu nous invites chez toi, tu organises le groupe de repreneurs, tu nous donnes des petits conseils, c'est super chouette, mais en fait, tu es le seul qui a pas repris». Donc il y avait un Ouais, toi, peu tu faisais ça pour boire l'apéro. exactement, exactement. Et ils s'en sont rendus compte. Exactement, mais c'était mais en fait, ça m'a ça m'a tellement plu qu'à un moment donné a germé l'idée dans ma tête de me dire: «Bah, tiens, c'est peut-être une posture qui serait intéressante de prendre». Tu vois? Il y a peut-être un marché là-dessus et je l'avais pas trouvé, je l'ai pas trouvé et c'est peut-être ce qu'on va discuter aussi. C'est comment on peut essayer de structurer une démarche pour aider les gens qui cherchent des boîtes à racheter, tu vois? Et est-ce que vraiment c'est structurable? Et puis, je reviens à l'année dernière, donc on commence à faire le petit bout de chemin dans ma tête et je me dis: «OK, c'est le bon moment». Donc, je quitte Satispay et je décide de me lancer dans cette grande aventure, mais pas de le faire tout seul et donc de m'accompagner d'une équipe. Donc je sollicite en gros, heu, il y a quand tu cherches une boîte en France, le 1er réflexe que les gens font, c'est qu'ils s'inscrivent au CRA. Je sais pas si, nos auditeurs connaissent le CRA, je sais pas si vous en avez déjà parlé? Mais en gros, le CRA, donc c'est, tu sais, c'est cette fameuse association organisée, en région qui, organise des sessions, collectives, pour, une espèce de programme accéléré. T'as fait la formation du CRA du coup? Ou une Non, des journées? moi je l'ai Non, pas OK. faite. Enfin, tu allé à des réunions, des choses comme ça? Non, je l'ai pas faite. Je suis pas allé aux réunions. Tu t'es J'ai juste inscrit, tu payé ton truc, ton même pas, membership, à l'année? Non, j'ai OK. pris les renseignements et après j'ai sollicité mes copains qui avaient fait le CRA pour avoir un peu du feedback et tout. Et puis, en parallèle, 3 copains qui ont repris des boîtes s'étaient fait accompagner par un cabinet, à Lyon qui s'appelle RH Présence, qui est un cabinet assez ancien, enfin qui a une 15-20 ans d'existence, heu, qui est, détenu par un monsieur qui s'appelle Pierre Caron, qui est spécialisé en fait dans la transition du salarié en reconversion ou du salarié dans le reprenariat. Et c'est vraiment leur spécialité, le reprenariat. Et Et puis c'est un bon profil pour eux aussi, parce qu'ils savent que ces gens, ils sont finançables, ils ont une expérience, ils peuvent, ils ont les épaules pour faire ce taf-là, ouais, c'est accompagnement, du repreneur. tu vois, je les ai sollicités, je les ai rencontrés, j'ai été coopté par mes copains. C'est une boîte qui fait, ouais, qui accompagne, qui doit faire 10-15 deals par an, tu vois? Donc qui accompagne plus de repreneurs, mais et hem et ce qui m'a plu quand je les ai rencontrés, c'est que c'est pas seulement un cabinet qui va t'accompagner sur, enfin, c'est surtout pas un cabinet qui va trouver une boîte à ta place, parce que ça n'existe pas. Mais c'est vraiment un cabinet qui va t'accompagner sur, bah, finalement le parcours que tu dois faire pour arriver jusqu'à trouver une boîte et racheter cette boîte. Et si tu veux, je peux rentrer dans le détail de comment ça fonctionne? Avec plaisir. En gros, tu as le parcours, on va distinguer 2 phases. Tu as une première phase qui est une phase très personnelle et une deuxième phase qui est, on va dire, professionnelle, qui est le projet. Et on a commencé à bosser ensemble, tu vois? C'était au mois de novembre, ouais, début décembre, quelque chose comme ça, décembre 2024, novembre 2024, pardon. Avant ça, moi, j'étais parti, 2 semaines, tout seul, sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle pour, faire la coupure et vider la tête. Et ensuite, tu démarres cette phase cette phase perso. Et alors là, c'est hyper déstabilisant parce que, en gros, tu te fais déshabiller de A à Z, avec tout un tas d'exercices. Ah, c'est vraiment D'exercices du coaching là, ouais, qui pour en fait, connais-toi toi-même, deviens qui tu es. C'est un tout ouais, revenu là, j'imagine. au-delà au-delà du bilan de compétences, tu es au-delà du test de personnalité, du process com et cetera. Tu es vraiment là pour, tu te fais vraiment challenger sur, OK, ton parcours, les transitions dans ton parcours. Pourquoi tu as fait ces choix-là? Qu'est-ce qui s'est passé exactement dans ta tête pour faire ce choix-là?
passer d'une boîte à une autre? Quelles sont les conditions préférentielles de succès? Quelles sont les conditions préférentielles d'échec? Tu vois, dans quelle situation, tu vois, quels sont les patterns un peu que tu repères dans ta carrière? Et en gros, c'est vraiment une période où tu prends du temps pour ça et tu comprends des choses. Tu as une grosse phase de feedback 360 avec, des proches, ta famille, les gens avec lesquels tu as travaillé, ceux que tu aimais bien, ceux que tu aimais moins bien, ceux qui t'aiment pas. Bref, l'idée, c'est vraiment d'être très objectif parce que tu es en train de te lancer dans un projet qui est peut-être probablement le plus impactant de ta vie, donc il faut pas se mentir, quoi. Tu fais de la graphologie, tu fais C'est quoi la des graphologie? c'est l'étude de ta personnalité, via l'analyse de ton écriture manuscrite. Moi, j'y croyais pas du tout à ces trucs-là, Ouais. mais vraiment, hein, mais vraiment. Heu, on m'a demandé de donner, tu vois, des notes, les notes de mon cahier de tous les jours et d'écrire une lettre. J'ai jamais rencontré la personne, jamais. On a juste eu Qui mes a fait notes. l'analyse, tu veux dire? Et ben, sur le compte rendu, c'est absolument bluffant. C'est bluffant. Donc tout ça, en fait, c'est une somme, si tu veux, de briques, tu vois, qui vont te donner bah, un peu plus d'éclairage, qui vont renforcer des convictions, qui vont te permettre bah, de comprendre, ok, dans quoi je suis à l'aise, dans quoi je suis pas à l'aise. J'ai fait un exercice qui est absolument génial, qui est, tu dois écrire la liste de tes 100 rêves. Je sais pas si tu as déjà fait cet exercice-là. Justement, je fais énormément de dev perso, j'adore ce genre de choses et je trouve ça génial qu'un cabinet, qui est censé t'accompagner pour reprendre une boîte, prend le temps de pas juste te parler du futur, mais dire: «Attends, attends, 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 faut bien que ça se passe, faut que ça se passe bien, on va faire tout ça» et 99 des gens, ils font jamais ces exercices-là. Je trouve ça génial. Je trouve ça génial et je vais aller regarder un peu plus ce qu'ils font. Ah bah, carrément, je t'invite à le faire. Et sur ces 100 rêves, tu vois, en fait, qu'est-ce que ça veut dire derrière? À quoi il sert l'exercice? On dit pour faire l'exercice, aide-toi des verbes être, savoir, devenir. Attends, c'est être, savoir, devenir et pouvoir, tu vois, un truc comme ça. Donc moi, j'ai fait ces 100 rêves, je les ai écrits comme ça. Et en fait, tu t'aperçois que quand tu écris ces rêves-là, grosso modo, tu as 95% des rêves que tu as qui sont réalisables, qui sont dans ton contrôle. Et donc, c'est de se dire, bah, en fait, j'ai le pouvoir, je peux y aller, je peux le faire. Et c'est un peu ta to-do list de, OK, bah, j'y vais, comment j'avance, tu vois? Et c'est ces rêves-là qui te permettent aussi de définir un peu le projet dans lequel tu vas être le plus à l'aise, tu vois, ton projet professionnel. Et donc, moi, tu vois, quand tu es repreneur, enfin, quand tu es en phase de reprise, il y a quand même un truc qui est vachement important dont il faut qu'on parle, c'est l'horloge, tu vois, c'est le temps. C'est que tu dis, «OK, bah, j'ai décidé que je reprenais une boîte». La majeure partie des gars qui reprennent des boîtes, en général, ils sont pas rentiers, donc ils sont plutôt, au chômage, tu vois? Ou enfin, Pôle emploi et cetera. Tu es quand même dans un truc un peu contraint. Parenthèse, je te coupe, mais je trouve que c'est un super avantage de du coup, d'avoir cette horloge et aussi du coup, toi, tu as pris le temps de dire: «Je quitte mon job et donc je suis commit à 100. Tu peux plus faire marche arrière» ou alors bon, si tu fais marche arrière, c'est juste pour aller trouver un autre job et ma question, c'est est-ce que, par exemple, ce cabinet dit: «Je ne travaille qu'avec des gens qui sont dans cet état d'esprit où c'est 100. Je suis déjà plus dans un job et donc j'ai l'horloge qui tourne». Parce que j'imagine que sinon, tu as beaucoup de gens qui peuvent, voilà, trouver juste ne pas le faire et c'est pas grave, mais Alors, c'est un très bon point, alors évidemment que tu as plus de chances de succès, si tu es vraiment commit à ce job à 100 parce que c'est un job à 100 que de reprendre une boîte, en tout cas de chercher une boîte. Mais malheureusement, tout le monde peut pas le faire. Tu vois, moi, j'ai dans mon groupe de repreneurs au cabinet, heu, il y a des gars, par exemple, Nicolas, heu, lui, il avait commencé à chercher une boîte. Il s'est aperçu qu'en fait, il avait besoin, bah, quand même de structurer un peu mieux son apport, perso. Bah, il est retourné faire du conseil à mi-temps pour générer du cash, pour pouvoir améliorer ça. Tu en avais un autre qui était arrivé il était en gros en bout de droit, tu vois? Donc tu es obligé de retourner au boulot, quoi. Donc après, tu as des contraintes heu extérieures.
Mais tout ça pour dire quoi? C'est que en fait, cette horloge, c'est en même temps une contrainte, mais c'est en même temps un moyen de mesurer ta perf. Sur la partie perso, tu vois, ça a duré 3 mois quasiment, 2 mois et demi. Et moi, j'étais là, donc Olivier et Florence, qui sont les 2 personnes qui m'accompagnaient. Moi, j'étais là, mais vas-y, quand est-ce qu'on commence, quoi? Quand est-ce qu'on groupe de repreneurs, quand est-ce qu'on y va, machin. Il dit: «Non, non, non, mais en fait, prends ton temps parce que c'est du temps perdu, si tu commences à analyser des boîtes alors que tu sais pas exactement dans quelle configuration tu dois être». Et cette erreur-là, je l'ai quand même faite. Tu vois? J'ai quand même commencé à analyser des boîtes et quand tu reprends, tu vois, les repreneurs traditionnels, en gros, ils ont tous, tu sais, tu as toujours un peu le même fantasme. Heu, je vais reprendre une boîte de quelqu'un qui part à la retraite. Je vais reprendre une boîte, une belle endormie, que je vais Ouais, ouais. transformer, que je vais digitaliser. Je vais reprendre une boîte qui, a des difficultés de gestion ou que sais-je et parce que je viens d'un grand groupe, je vais pouvoir tout mettre tout ça au propre. Et en fait, si tu es pas carré dans c'est quoi le secteur dans lequel je vais, dans lequel je veux être, c'est quoi la taille de boîte dans laquelle je veux être, c'est quoi les people, les équipes avec lesquelles je veux être tous les jours. Est-ce que je suis vraiment prêt à passer 10 ans dans une industrie, dans une menuiserie ou dans une charpenterie, si c'est pas moi, tu vois, si c'est pas mon ADN? Et moi, j'ai fait c'est pas une erreur parce que ça m'a vachement aidé, mais je me suis vachement vite engouffré dans un dossier qui n'avait absolument rien à voir avec tout ce que j'avais fait auparavant. Rien. Hyper technique, heu, on est sur du métal, sur, de la soudure, on est sur des produits techniques et compagnie. Mais en fait, j'avais les yeux qui brillaient parce que c'était une belle boîte, une grosse boîte avec des grosses usines et cetera. Ouais, qu'est-ce que tu penses qui t'a fait, te t'intéresser à ce dossier alors qu'après tu t'es dit: «OK, ça aurait été une grosse connerie»? Parce que ce dossier est arrivé assez rapidement, via mon réseau, que j'ai OK. rencontré assez rapidement le cédant avec qui j'ai bien fité, tu vois? Hem et en gros, je le voyais comme, heu, ouais, en fait, tiens, ça m'a toujours plu la technique, le produit, la notion de concret, tu vois? Quand j'ai visité, l'entreprise. Tu vois, de voir des tôles qui étaient nues et puis de les voir se transformer en un produit fini, en fait, j'étais un peu comme un gamin, tu vois? Et en fait, ce qui m'a plu, c'était le côté très concret, très palpable, de tout ça. Ce que j'ai compris. En fait, au lieu de partir de bien connaître tes critères et de dire: «Est-ce que ça correspond à mes critères?» c'est tu as vu le truc, tu te dis: «Ah ça, c'était pas du tout ce que j'avais prévu, mais c'est cool pour telle et telle nouvelle raison» et c'est vrai que je pense que c'est une erreur que beaucoup de monde fait tout le temps. Moi le premier, hein. Exactement, tu es excité, en fait, par ce que tu ne connais pas. Tu es excité par le côté très concret des choses, par le côté un peu, traditionnel, on va dire. Et en fait, moi, ce que j'ai découvert pendant mon parcours, c'était que la reprise d'entreprise, Hem, ça veut pas forcément dire, revenir en arrière, si tu veux, ça veut pas forcément dire reprendre une entreprise qui est absolument traditionnelle, qui a absolument besoin d'être, transformée pour, pouvoir continuer dans la durée. Heu, tu vois, on a vraiment cette image du cliché de la reprise liée à la TPE, PME, managée à la papa. Je pense que c'est vraiment un un travers qu'il faut faire évoluer parce qu'évidemment, il y a des tas d'entreprises qui sont dans ces cas-là et il faut les repreneurs, pour pouvoir les faire évoluer. Mais il y a aussi des tas d'entreprises, qui sont hyper modernes, hyper structurées, hyper innovantes, qui sont à la pointe de la techno et qui ont aussi besoin, d'un repreneur qui va apporter, des nouvelles compétences, une nouvelle vision, une nouvelle stratégie et cetera. Hem, donc moi, ce parcours-là, tu vois, cet aspect bilan pro, c'est ce qui m'a permis, en fait, de définir mon cadre, ce qu'on appelle la fiche de cadrage. En gros, à la fin de cet exercice, tu définis un projet. Projet qui est, bah, quelle est l'industrie ou le service dans lequel je veux être? Quelles sont les lignes rouges que je me mets?
tu vois? Et les lignes rouges, c'est, des trucs aussi simples, mais aussi basiques, mais aussi fondamentaux que la distance, tu vois? Moi, j'ai vu des tas de repreneurs dont la vie, s'est transformée en absolue catastrophe parce qu'ils ont repris des boîtes à 1 heure et demie de chez eux, tu vois? Et ça, c'est fondamental parce que, hem, tu pris à 100 là-dedans. Donc tu définis tes lignes rouges, tu définis, tu vois, aussi les critères qui correspondent à tes zones préférentielles de succès que tu as connues dans ton parcours Bien sûr, et tes compétences. avec tes compétences et donc moi, ma fiche de cadrage, c'était: je veux reprendre une entreprise qui fait entre 1 et 5 millions d'euros, qui a une équipe de collaborateurs qui a au moins un niveau de management intermédiaire, qui est dans une industrie ou de services numériques ou de produits physiques, mais dans lesquels il y a des opportunités de développement numérique, digital, de diversification produits, de développement à l'international, avec une clientèle 100% B2B, plutôt dans un cycle de vente moyen court, tu vois. Pourquoi ces critères-là? Parce que ce sont exactement tout ce que j'ai fait auparavant, tu vois. Cronenbourg, Mars, Groupon, Michelin, Satispay, on est dans des univers de SMB, SMB et grand compte, tu vois, sur des prestations plutôt transactionnelles slash un peu consultatives sur du cycle moyen, essentiellement du cycle court ou moyen. Dans toutes mes expériences, j'ai eu des sujets de structuration d'équipe, structuration de projet, diversification, développement produit et développement à l'international. Et dans toutes mes expériences, j'ai eu ou j'ai structuré des équipes avec des niveaux de management intermédiaires qui me permettent d'être en même temps dans une posture opérationnelle. On exécute des stratégies, on lance des marchés, on lance des produits et en même temps, on collabore en équipe, tu vois, pour construire cette stratégie. Je peux pas le faire tout seul. Je veux pas le faire tout seul. Donc ça, c'est ma fiche de cadrage. Et et c'est important, tu vois, c'est bien que tu nous parles de ta fiche de cadrage parce qu'avant que tu nous la donnes, quand tu parlais de tous ces critères et ces lignes rouges, j'allais dire, le risque peut être que, finalement, quand tu mets tous ces critères, la boîte parfaite, bon courage pour qu'elle arrive et qu'elle soit en vente ou que tu la trouves et que la personne veuille te la vendre. Donc, quand je vois comment tu as défini ta fiche de poste, ça reste écrit d'une manière où tu vas pouvoir trouver. Parce que si c'est vraiment trop limitant, tu tombes dans un truc où tu fais créer la boîte de zéro et c'est pas ce que tu veux, quoi. Tu veux racheter une boîte. Exactement. Et en fait, ce qui est important, c'est un peu de construire, heu, comme le nom le définit bien, le cadre, tu vois? En gros, les fondations, tu vois? Les piliers, fondamentaux que tu vas chercher dans ton entreprise. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Et après, tu vois, comment tu peux t'adapter par rapport à ce que tu Ouais, trouves. Qu'est-ce qui est acceptable ouais, ou pas? Ou exactement, exactement, heu, quels sont les critères que tu acceptes ou pas, ou que tu acceptes de modifier? exactement. Mais du coup, cet exercice de cadrage, il est fondamental parce que en tout cas, c'est ce qui moi m'a permis d'être focus. Mais en discutant avec, mes amis, ou mon entourage qui a aussi repris des entreprises, tous me disaient dès le départ: «Pascal, perds pas ton temps à étudier 1000 dossiers, OK? Focus sur les critères qui sont importants pour toi, parce que cette horloge, elle tourne et que tu as vite fait d'étudier 50 000 dossiers, d'être excité par, la boîte qui fabrique des volets. J'ai étudié une carrosserie, tu vois? Parce que j'adore les voitures, donc je me suis dit: «Tiens, je vais acheter une carrosserie» Ouais, mais et en fait, à chaque fois que tu vas ouvrir un nouveau dossier, tu vas dire: «Ah bah ça c'est sympa. Ah ouais tiens, j'y avais pas pensé». Donc du coup, tu t'ouvres un nouveau secteur, une nouvelle industrie, un nouveau truc et au final, tu commences à collectionner les dossiers, à les empiler sur la table et tu deviens incapable de faire un choix puisque, en fait, tu as pléthore de propositions sur la table. Et donc cette fiche de cadrage, derrière, elle est vraiment fondamentale parce que du coup, elle te permet du coup, d'inscrire ta démarche de prospection et c'est là que, rentre en jeu la deuxième phase, projet avec le cabinet.
Donc sur la première phase, j'étais accompagné par Florence, qui est coach personnel, tu vois, plutôt sur le développement personnel. Et deuxième phase, je suis accompagné par Olivier, qui a aussi participé à toute la partie perso. Olivier Chandiou, qui est donc consultant financier chez RH Présence, qui est associé chez RH Présence, et qui lui ça fait 15 ans qu'il accompagne en tant que conseil perso des repreneurs. Et auparavant, il a une carrière corporate de DAF et de DG. Et là, qu'est-ce que tu fais avec Olivier? En fait, Olivier, il n'est pas là pour te trouver des boîtes, il n'est pas là pour te dire ce que tu dois faire, il est là en fait pour t'aider dans ta démarche de bah ok, quels outils je peux utiliser? Comment je me présente face à un cédant potentiel? Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je dis pas? Comment j'analyse un compte de résultat? Qu'est-ce que je dois analyser? Quelles sont les questions fondamentales que je dois poser lorsque je rencontre un cédant? C'est quoi les codes en fait? Tu vois? Quelles questions je peux poser? Je pose pas? Comment? Ouais. Ouais, c'est clair. Lui, il sait, il a l'expérience de toi, tu ne sais pas ce que tu sais pas, tu sais même pas les questions à lui poser de qu'est-ce que Et, je voilà. et tu vois, moi j'avais. Et après, il faut être parfaitement naturel aussi dans ton approche. Tu vois, il n'y a pas de raison que ça soit différent que quand tu fais une vente avec un client. Mais la reprise d'entreprise, en fait, il y a un facteur qui est vachement important, c'est qu'il y a un facteur humain. Et que on dit que c'est le cédant qui choisit le repreneur et c'est pas l'inverse. Et c'est, et c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a une question de euh, bah, si j'ai trouvé la boîte, comment je m'assure d'être perçu comme la bonne personne pour pouvoir reprendre cette entreprise? Est-ce que j'ai les bonnes valeurs? Est-ce que j'ai le bon ADN? Quelles sont les lignes rouges que je dois pas dépasser ou que je vais pas vouloir dépasser? Bref, comment mon cédant, au-delà de la question du prix, bah, il a le maximum de garantie sur le fait qu'il va céder son entreprise à quelqu'un de bien et qui correspond à ce qu'il a construit depuis tant d'années, tu vois? Ou même avant ça, lui, il doit faire un pari sur le fait de si c'est un process compétitif, que c'est une boîte que tu as trouvée, qui est disponible publiquement, qu'il y a d'autres personnes dessus, potentiellement, et que en plus, il y a le jeu, on pourra parler du jeu des brokers qui te disent peut-être il y a du monde, il y a une offre et tout. Mais au bout d'un moment, il doit accepter une LOI et une exclusivité avec toi. Et donc, c'est là aussi, tu dois réussir à lui vendre ta capacité à aller au bout si c'est avec toi qui signe la LOI. Et Ouais, ça, c'est un autre challenge. ouais, ouais, exactement. Effectivement, tu as 2 circuits. Tu as le circuit ouvert du marché où tu es en concurrence avec beaucoup de repreneurs et puis tu as la prospection en direct que tu peux faire. Et, euh, et moi, pour m'aider dans cette démarche-là, tu vois, quand j'ai commencé à cadrer un peu mon projet, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé rencontrer des repreneurs dans leur boîte. Tu vois, Des gens qui avaient déjà racheté l'entreprise, ouais, j'ai fait des tu les as trouvés sessions comment? Pardon. réseau, tu vois. Et en fait, je leur ai demandé, bah tiens, est-ce que je suis en phase de recherche d'entreprise. En fait, est-ce qu'on peut passer un moment pour que tu me racontes, en fait, pas ton parcours, mais plutôt comment tu vis ton quotidien, quoi. Tu vois? Euh, L'après, ouais, tu vois. Et alors c'était un peu à cheval entre la partie perso et la partie pro, mais tu vois, quand tu vas visiter donc quelqu'un qui n'est pas un cédant, tu vois, quelqu'un qui vit son expérience de reprise. Euh, Bah, en gros, est-ce que c'est conforme à ce qu'il avait en tête? C'est quoi les galères qu'il a vécues? Quels sont les éléments de surprise positive aussi qu'il a vécu? Parce qu'on dit toujours que la reprise d'entreprise, les premiers mois, c'est dur, et c'est vrai. Mais tu as aussi des éléments d'appréciation vraiment très sympa, très satisfaisant, auxquels tu t'attendais pas forcément. Et cette expérience, enfin, ces entretiens, tu vois, moi, ils m'ont vachement aidé aussi, encore une fois, à cadrer un peu le type d'industrie, de service, d'environnement, de collectif que tu veux avoir autour de toi. Et puis derrière, pour reprendre le fil sur comment ça fonctionne avec Olivier,
Alors évidemment, comme le cabinet est connu, ils sont connectés avec tous les brokers, enfin quelques brokers, donc tu reçois quelques dossiers, voilà, donc tu peux les étudier. Mais surtout, moi, sur les premiers rendez-vous, je lui ai demandé de venir avec moi, pour qu'il valide ma démarche, pour qu'il valide mon discours, pour qu'il valide la manière dont je me présente. Derrière, tu fais des sessions de travail sur, OK, bah, qu'est-ce que j'ai pensé du dossier? Qu'est-ce que j'ai pensé du rendez-vous? Comment je l'analyse? Et il t'aide en fait à analyser le dossier en détail, notamment enfin, pas seulement d'un point de vue financier, tu vois? À dégrouiller toutes les questions, possibles et imaginables ou les zones d'ombre, pour te faire une conviction. Mais mais vraiment un des gros learnings que j'ai eu de la part d'Olivier, c'est, en gros, un dossier, il faut que ça aille vite dans dans ton appréciation, tu vois? Tu peux pas, rencontrer un cédant ou avoir accédé à un dossier et mettre 3 semaines à donner une réponse. Ouais, Il y a quand même des indicateurs, heu, en tout cas, tu dois définir ta grille, ta propre grille par rapport à ta fiche de cadrage. Est-ce que les critères que je considère comme absolument indispensables sont respectés? Oui, non. S'ils ne sont pas respectés, est-ce qu'il y a quelque chose de supplémentaire qui justifie que j'accepte, de ne pas avoir le critère, validé? Si c'est non, raus, tu vois? Je traite pas le ouais, dossier, je perds pas de temps. bien sûr, bien sûr et en général, ça, tu peux même le voir, enfin, 99 des dossiers, vu quand tu as ta grille claire, tu les analyses même pas parce qu'en fait, tu vas voir l'annonce ou le teaser ou les infos et il est déjà éliminé et ça, c'est hyper important, d'être clair, du coup, sur sa grille. Sur les Exactement, non négociables. exactement. Et l'autre point aussi, c'est que pour revenir à tu vois, on parlait du marché ouvert et tu vois, donc des annonces, du business des annonces, des FUSAC et compagnie. Heu, Moi, j'ai commencé à comprendre un peu la difficulté des choses quand, en fait, j'ai commencé à comprendre que les brokers ou les intermédiaires, ils sont extrêmement sollicités par des repreneurs. Et en fait, tu as différentes catégories de repreneurs. Tu as les repreneurs qui sont très préparés, heu, tu as les promeneurs, tu as les touristes, tu as ceux qui sont préparés, mais en fait qui sont complètement trompés de qui sont pas clairs sur le cadrage, tu vois? Ils sont peut-être préparés psychologiquement et physiquement, mais sur leur cadrage, ils sont peut-être pas prêts. Et donc du coup, tu as un peu aussi une espèce de difficulté, comment dirais-je? À te positionner vis-à-vis des intermédiaires parce qu'il faut qu'ils immédiatement, ils comprennent que tu es un mec crédible, que tu as préparé ton coup, que tu as du budget et cetera. Donc d'un point de vue, préparation, il faut être capable d'avoir un pitch qui soit hyper pro. Il faut que tu aies une fiche de cadrage qui soit hyper carrée. Il faut que tu aies une petite note de synthèse qui explique exactement ce que tu cherches. Et il faut que tu sois en capacité de créer de la relation avec des brokers ou des intermédiaires ou avec un réseau, sans qu'il y ait une annonce disponible. Parce qu'on sait très bien que c'est un peu comme quand tu achètes une maison, quoi. Si tu connais l'agent immobilier avant qu'il ait l'annonce, bah, le jour où il a l'annonce, il va t'appeler en premier. Oui, OK, très bien. Parce que quand même son métier à lui, tu as raison, donc du coup, c'est bien, tu le dis de manière, plutôt polie où moi je vais avoir tendance à me plaindre que les brokers, ils font pas leur job et ils t'envoient pas les dossiers. Et toi, tu as raison. Sont tellement sollicités qu'ils sont obligés de faire leur job, c'est de filtrer et Ouais, donc ouais. voilà, ça c'est l'approche, intelligente de dire: «Je me présente comme quelqu'un où ils savent qu'avec moi, si j'ai le bon dossier, s'ils m'envoient le bon dossier, ça va aller au bout et donc j'ai la relation et peut-être qu'il m'enverra un dossier en direct au lieu de s'embêter à le mettre sur un site et avoir 100 personnes qui viennent lui faire perdre 1 heure chacun juste pour leur expliquer le dossier, parce qu'il sait qu'il a toi et 3 autres personnes, derrière». Ça, c'est super. Et et ça, on pourra faire le parallèle tout à l'heure quand on parlera de la partie banque. Mais en gros, il faut que tu aies un peu des marqueurs sur ton CV ou sur ta fiche de cadrage qui permettent de valider ce point-là. C'est-à-dire que, bah, si tu es accompagné par un cabinet que tu payes toi perso, heu, parce que moi je l'ai payé upfront et j'ai payé tous les mois, un forfait, pour être accompagné. Donc si tu expliques ça, si tu expliques que, voilà, tu as un parcours d'introspection, qui t'a permis d'aboutir à ça. Si tu es extrêmement clair sur ton parcours professionnel et du coup, comment tu expliques
la logique de ta reprise, heu, le broker, lui, est capable de te positionner très rapidement sur sa carte et de se dire, OK, ce gars-là est crédible, je vais pas perdre de temps, enfin, il va pas me faire perdre mon temps par rapport à d'autres. Ça veut pas dire que les autres sont des idiots. Ça veut simplement dire que lui, il faut aussi qu'il soit dans l'efficacité vis-à-vis de son cédant parce que c'est sa crédibilité et que le cédant, il n'a pas non plus la possibilité de rencontrer 50 personnes par semaine et de répondre 50 fois aux mêmes questions. Tu vois. C'est hyper intéressant vraiment ce point que tu es en train de mettre sur le fait de devenir un repreneur professionnel et de le montrer et d'être commit et de se donner les moyens pour se démarquer. Et finalement, plus c'est un peu du dev perso là qu'on dit, mais plus tu investis sur toi-même, ou c'est comme le gars qui veut être motivé à courir, il va s'acheter des chaussures chères pour dire bon, cette fois je suis obligé d'y aller, entre guillemets, j'ai investi sur moi-même. Et finalement, là, tu es vraiment en train de raconter, je trouve, un parcours hyper différent du, du parcours piège classique de j'ai lu un livre et donc je vais passer des semaines et des semaines sur tous les sites d'annonces parce que c'est addictif. C'est Et addictif bien d'ouvrir sûr, un nouveau dossier, comme tu dis. mais Et c'est donc comme ça, si c'est le contre-pied. Très c'est intéressant. c'est comme ceux qui sont addicts au Bon Coin, quoi. Tu vois, il y en a plein qui vont sur le Bon Coin tous les jours pour voir des annonces sans jamais rien acheter. Et le parallèle, c'est un peu comme le psy. C'est-à-dire que pourquoi le psy, on te demande de le payer en liquide à chaque séance euh, c'est parce que justement, il faut que ça soit un effort pour toi, pour que tu aies la volonté de te développer Mmh. ou de régler ton souci. Bah, moi, je le vois un peu de cette manière-là. C'est, il faut être en capacité d'investir et sortir ton argent de ta poche aussi pour te forcer vraiment à te dire, il faut que j'aille au bout, quoi. Parce que j'ai l'horloge qui tourne, Ça, c'est tac, très bien. j'ai mon argent qui tous les mois euh, bah tiens, je suis à Pôle emploi, en fait, je gagne moins qu'avant et en plus, je suis en train d'investir sur la reprise et sur un projet qui doit aboutir, tu vois. Donc, il faut que je sois performant. Tu vois, et en gros, il faut que je sois bankable. Ne tombons pas dans le piège de baisser ses critères parce que l'horloge tourne et la banque et ton argent baisse à la banque. Et ça, c'est aussi du coup un arbitrage à faire. Mais bon, comme tu as dit, il y a toujours une solution. Tu peux aller reprendre un job, etc. Faut surtout pas, à mon avis, la plus grosse erreur, c'est de se mettre une deadline. Je parle de ça, moi aussi, j'ai un coach et on se met des deadlines comme par exemple avoir signé une LOI avant la fin de l'année, tout en se disant, OK, mais ce serait encore pire de signer la mauvaise LOI. Et donc, voilà, tu te mets une deadline, mais tu veux pas non plus ruiner tes 10 prochaines années en achetant quelque chose juste parce que tu t'es dit: «Je me suis engagé». En fait, moi, ce que je m'étais dit, c'est euh, juillet. Je m'étais dit, si en juillet, j'ai pas signé non, j'ai pas identifié la boîte, donc je suis absolument convaincu personnellement que c'est la bonne boîte, j'arrête, je mets en pause ce projet et j'y reviendrai. Mais non pas parce que j'avais peur, c'était plutôt l'idée de se dire, bah, en fait, si j'ai pas trouvé avec ces critères-là, dans ce timing-là, c'est pas le bon moment pour moi. Et donc, c'est pas grave. J'avais des tas d'opportunités d'aller bosser pour des fonds, tu vois, des positions de GM très bien payées, avec des gros périmètres et tout, aucun problème. Donc j'avais cette sécurité-là, mais j'avais en même temps envie, l'absolue envie d'aboutir, tu vois, d'aller au bout de la conviction que j'avais, qui était de reprendre une boîte. Donc ça, c'est quand même important de se mettre tu vois, des cadres par rapport à cette horloge, mais aussi de se mettre de s'obliger à être vraiment, voilà, performant, enfin, s'obliger à être, à faire la meilleure vitrine de toi-même, tu vois, pour vis-à-vis du cédant ou du repreneur. C'est toi qui dois te vendre, je suis totalement d'accord. Les gens, ils oublient, ils vous envoient un premier message en essayant de négocier, de montrer tout le négatif d'un projet. Ça va pas du tout, ils ont rien compris. C'est exactement ce que tu dis toi. C'est tu te vends toi en tant qu'entrepreneur. Toi, tu as ce côté où j'aime bien, voilà, devenir pro. Te présenter comme un professionnel du rachat. C'est pas non plus un fonds d'investissement, mais c'est sûr que si demain, tu as un fonds d'investissement qui contacte une boîte qui dit qu'ils sont intéressés pour racheter, ils vont le prendre sérieux. Bon, bah, toi, tu t'en inspires en disant, OK, on se rapproche le maximum possible de ça. Tu t'es mis, voilà, une deadline, tu as investi sur toi-même. Est-ce que tu as
Et j'imagine qu'en plus, plus tu étais précis, plus entre guillemets «les bons deals apparaissaient». C'est un peu ésotérique ce que je dis, mais je suis convaincu que de ça. Par contre, du coup, d'où venait ton deal flow, une fois que tu étais vraiment prêt et organisé? Tu as tout à fait raison. Plus tes critères sont précis, plus, entre guillemets, quand les dossiers correspondent à ces critères, c'est Tu les facile de vois? se dedans. Mais en même temps, plus tes critères sont précis, plus c'est Moyen. c'est angoissant ou stressant, parce que tu dis: «OK, là, mon deal flow, il est vide, j'ai rien, comment on fait, quoi?» Et donc, en gros, pour trouver la boîte, tu as plusieurs stratégies. La première, c'est, je regarde les plateformes. Fusac, enfin, il y en a plein, Fusac, Dealmarket, Alvo. Go, et cetera. OK, donc ce que font, 100 des repreneurs, donc tu te retrouves, voilà, tu accèdes à des annonces, mais tu les as au même moment que les autres. Le 2e moyen, c'est, je fais de la prospection directe, de l'approche directe de repreneurs. Ça, c'est une technique qui est très, poussée par, RH Présence. C'est essentiellement comme ça qu'ils managent, le groupe de repreneurs. Et Direct d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise qui sont pas forcément vendeurs, c'est ça que tu veux dire? exactement. En gros, c'est, il y a un outil, qui est disponible, qui s'appelle Capfi. Je sais pas si tu Disponible, inclus pour les gens qui payent le CRA, dont moi. OK. Et donc, bah, tu connais l'outil, tu mets tes critères, et cetera, et puis ça te sort des listes qui sont potentiellement monstrueuses, en nombre de lignes, si tes critères sont, larges. Et quand bien même tes critères de ta fiche de cadrage sont larges, en fait, la granularité que tu peux avoir dans les codes NAF et tout, elle est quand même pas folle. Les informations, enfin, c'est tout le problème de la qualité de la data, de la complétude de la data, de la mise à jour, et cetera. Su Surtout selon les catégories. Si tu cherches quelque chose dans le digital, bon courage pour essayer de distinguer, une boîte, une ESN d'un e-commerce qui vend des VTT sur internet, hein. Avec les codes NAF, Exactement. compliqué. Exactement. Donc moi, j'ai commencé à, enfin, oui, juste, je vais au bout. Donc, ta deuxième moyen, c'est l'approche directe. Donc, l'approche directe, bah, tu te fais tes listes et ensuite, tu fais du call call, tu fais des lettres écrites. Ça, on pourra parler des lettres puisque moi, je l'ai pas fait, mais j'ai du feedback de repreneurs qui l'ont fait. Enfin, pas de repreneurs, de cédants qui ont reçu des lettres plutôt, et qui ont trouvé la démarche intéressante. Je n'ai pas de feedback de cédants qui ont vendu leur boîte à quelqu'un qui leur avait écrit une lettre manuscrite. Mais pourquoi pas. Et après, le troisième moyen, c'est le réseau. Et donc, comment tu actives ton réseau? Comment tu répands ce message que tu cherches une boîte? Et puis le quatrième moyen, c'est, bah, au-delà du réseau, c'est, en gros, qui sont les acteurs qui sont dans ce marché de la reprise, et qui sont soit côté cédant, soit côté, repreneur, soit côté, banque, soit côté, prestataire, tu vois? Heu et comment ces personnes-là peuvent être des sources, de deals pour toi. Et donc, moi, j'ai choisi la stratégie, numéro, 4, qui est, je n'ai fait aucune approche directe de boîte. En revanche, j'ai identifié, dans mon réseau et sur LinkedIn tous les, en gros, les prescripteurs ou les leaders d'opinion ou les personnes qui, de près ou de loin, pouvaient être capables de relayer mon message. Donc, j'ai pris tout mon réseau LinkedIn et ensuite, SalesNav, j'ai pris, tous les leaders d'opinion sur le marché du digital, que j'ai sélectionnés et à qui j'ai fait, prospection automatisée. Envoyer des messages en disant: «Salut, moi c'est Pascal, ça fait 15 ans que, je, structure, des marchés, en digital dans des, scale-up à forte croissance. Je cherche une boîte à reprendre qui a tel critère, tel critère, tel critère. Si jamais tu entends parler de quelque chose, n'hésite pas à me contacter ou à passer mon message à quelqu'un qui pourrait être intéressé». Ça m'a apporté, alors, déjà plein de feedback positifs sur: «Ah ouais, tain génial et tout, super, c'est chouette ce que tu fais. D'ailleurs, ça m'intéresserait d'en parler avec toi», tu vois? Donc du coup,
En fait, tu t'aperçois qu'il y a plein de gens qui ont cette petite graine dans la tête, mais qui savent pas trop comment le faire. Premier point. Le deuxième, c'est qu'effectivement, ça te donne de la matière plutôt sur de l'accès à du repreneur ou à des personnes qui sont proches des repreneurs pour avoir du feedback, tu vois, plutôt du conseil, tu vois. Pas accès à des boîtes à vendre, mais plutôt à, ok, tiens, contacte un tel parce que je crois qu'il en a, Il a déjà acheté une boîte. il a déjà acheté une boîte ou de près ou de loin, voilà. Moi, ça m'a permis de reconnecter avec des gars avec lesquels j'avais bossé il y a longtemps chez Groupon et qui du coup étaient dans la même démarche. Donc du coup, on a un peu partagé nos approches, tu vois. On s'est un peu partagé nos cibles, etc. Et ça, c'est vachement important parce que tu es seul, encore une fois, en tant qu'entrepreneur et avant d'être seul en tant que dirigeant. Et puis, ça m'a permis d'accéder à effectivement des intermédiaires, des avocats, des cabinets comme KPMG, etc. Mais plutôt côté direction, plutôt gros profil, qui m'ont contacté en direct en me disant ah ok bah on a des deals, on a un, deux, trois dossiers pour vous. Et donc Donc en fait, là, tu me dis que il y a des deals qui existent, ils sont juste sur leur placard, dans leur placard, sur leurs étagères, ils sont pas forcément ouais, visibles et disponibles. Et si tu leur demandes, ils en ont. C'est aussi l'expérience que je me suis faite quand j'ai fait exactement ce point numéro 4 dont tu parles, diffuser le message. Et toutes les personnes que je connaissais, comme tu dis, qui sont des prescripteurs ou dans le M&A, m'ont dit: «Ah mais tiens Théo, j'ai ce dossier, est-ce que tu veux le regarder?» Je fais: «Putain, mais il y a Fusac, il y a tout». Je connais ces gens, ils ont ces dossiers et il y a pas l'info n'est pas disponible. C'est quand même incroyable. Et ouais, ça, c'est un énorme avantage du coup de pour moi, cette stratégie, elle est géniale et c'est comme ça que tu crées un avantage concurrentiel. Mais c'est un job à plein temps, tu as raison. exactement. Et puis tu as des dossiers qui sont en fait, tu as aussi des gens qui ont des dossiers, mais qui sont pas euh, en fait qui sont pas structurés, ou en tout cas leur démarche n'est pas de rendre visibles ces dossiers, tu vois. C'est-à-dire que ils travaillent d'une manière qui leur est propre, qui peut être confidentielle, etc. Et donc du coup, il faut vraiment aller à eux pour aller chercher l'information. Bah, c'est comme ça que j'ai eu, tu vois, j'ai eu trois dossiers qui étaient vraiment, tu vois, des trucs très costauds, avec des dossiers bien faits en plus, tu vois, des belles boîtes qui étaient très rentables, il y avait quelques critères qui n'allaient pas, donc on n'est pas allé au bout, mais j'ai vraiment eu des beaux trucs, vraiment des dossiers très qualitatifs. Et, euh, et donc c'est comme ça que j'ai construit mon deal flow. Euh, et le fait d'être très précis dans tes critères, bah, du coup, effectivement, tu as moins de deals, mais du coup, euh, tu peux passer du temps qualitatif pour étudier ces deals et vraiment rentrer dans le détail. Donc, du coup, te faire un avis, tu vois, vraiment structuré. Le fait d'être avec Olivier, j'avais un autre comparse qui s'appelle Tom, qui lui est un analyste M&A, qui lui il met tous les chiffres dans la babasse. Et en gros, ce qui est bien avec RH Présence, c'est qu'ils ont des outils qu'ils ont développés eux-mêmes qui permet de structurer l'analyse du deal, de la rentabilité de la boîte, etc., mais aussi de préparer tout l'après, toute la projection, ton business plan, ton plan de financement, etc., et tout ça dans le même outil. Euh, et donc le fait d'être voilà très focus sur le type de deal que tu veux, bah, du coup t'es plus dans le détail, tu te fais un avis aussi plus vite, et donc tu es capable d'aller vite sur la suite des événements. Et donc de positionner des next steps, et donc d'être crédible vis-à-vis du gars avec lequel tu discutes, parce qu'en fait, tu as passé du temps sur son dossier qualitatif, et tu reviens pas une semaine après, tu reviens 48 heures après en disant, voilà, tiens, j'ai ma liste, etc. Donc ça c'est un tips. Et le deuxième tips qu'on peut partager, c'est moi je m'étais fait des petits Excel de Q&A, tu vois, par thématique, par famille, en gros, que je remplissais en fonction du dossier que j'avais. Alors tu peux aussi t'aider de l'IA pour pouvoir le faire, hein, quand les dossiers sont qualitatifs, ça faut vraiment, c'est vraiment des outils qu'il faut absolument utiliser pour t'aider à optimiser ta capacité de lecture. Mais du coup, le fait de faire cet exercice de Q&A toi-même, de
poser les questions et de mettre les réponses à l'intérieur te permet d'identifier des trous dans la raquette ou des endroits sur lesquels tu n'as pas de réponse. Et donc, d'envoyer ces éléments-là à un broker ou à un intermédiaire. Et donc, encore une fois, de faire Bien la sûr. différence d'un point de vue posture et crédibilité, que tu as analysé le deal en détail. Et donc, ils voient qu'en face, tu es sérieux, que tu fais les choses comme il faut, dans le détail, dans la rigueur, et que du coup, bah, tu es en train de, toutes ces questions que tu poses, en fait, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de préparer ta LOI, d'une manière ou d'une autre. Et que ça, c'est un moyen de, donc en tout cas, moi, j'ai utilisé pour structurer la collecte d'informations de manière un peu organisée. Et derrière, quand bah, tu es en phase de LOI, bah, tu as toutes les métriques en fait, que tu as relevées, toutes les informations tu vois, que tu as obtenues qui te permettent d'identifier bah, voilà, des points d'attention ou des points d'alerte que tu vas vouloir cadrer. Donc, c'est dans la méthodo, je pense que c'est un des points les plus importants. C'est un bon type, le type de la Q&A. Je rajouterais aussi le fait que, bah, tu parlais que tu étais très cadré, qu'il faut pas avoir 50 000 dossiers, mais j'imagine que toi aussi, le fait de voir pas qu'un seul dossier fait que tu t'éduques toi-même sur tes propres critères, sur les questions à poser, sur les points d'ombre. Et donc, si toi, tes critères, tu les connais, mais au fur et à mesure, tu vas regarder un dossier, tu vas dire, celui-là, en théorie, il correspond. Et là, je me rends compte que j'avais ce point d'ombre ou quand je me projette justement à être 10 ans dans une, je sais pas, imprimerie, et j'ai mon énergie, je sens que mon énergie, elle baisse. Donc, je dis, ah, OK, bon, j'avais pas pris ça en compte. Donc là, je reviens et j'améliore ma grille de critères, mais aussi la Q&A. La Q&A, la liste des questions, chaque dossier amène une question peut-être supplémentaire et du coup, tu es de plus en plus structuré. Donc normalement, quand tu arrives au X, M dossier, ils voient que tu es un pro parce que tu poses des questions. Tu as l'ensemble des questions qui pourraient venir dans le futur, elles y sont déjà parce que tu l'as fait déjà 10 dossiers, quoi. Après, il m'est arrivé de, tu vois, d'avoir des feedbacks de repreneurs qui m'ont dit non mais là ça va trop loin, il y a trop de Le questions. vendeur. Ouais, de vendeurs, Ouais, pardon. Il y a trop de questions. bien sûr. Ouais, pré-LOI, des fois, c'est un peu difficile. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc faut trouver le bon équilibre. Et après, effectivement, il y a des questions, il y a quelques questions fondamentales. Il y en a d'autres qui sont un peu moins. Il faut, voilà, ça dépend aussi de ton projet et de ta fiche de cadrage. Mais du coup, moi, voilà, c'est cette stratégie-là pour répondre à ta question que j'ai utilisée. C'est l'approche directe donc d'intermédiaire et de prescripteur slash leader d'opinion. Et c'est de cette manière-là que je suis arrivé à Thomas Collin, qui est donc un des cofondateurs d'Alvo, avec lequel j'ai fait un call et qui m'a dit OK, super intéressant ton parcours, etc. Enfin, c'était un call de présentation en fait, tu vois, c'était un call c'est Pascal et Thomas qui font connaissance et qui derrière m'a dit OK, je pense à un truc pour toi. Exactement. C'est comme ça que ça se passe. Quand ça se passe bien, c'est ça. Et donc derrière, et une semaine après, j'ai rencontré Timothée en call. Et ce qui était rigolo d'ailleurs, c'est que dans les informations pré-call, en fait, je vois que la boîte est située à Annecy. Et moi, un de mes critères de cadrage, c'était je ne veux pas être à plus de 30 minutes de chez moi. Et t'habites où? Moi, j'habite à Lyon. Ouais. Et pourquoi j'avais mis ça? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que les 15 dernières années, j'étais tout le temps par Mons et par Vaux, et pas 4 jours par semaine, pas chez moi. Et l'autre, c'est que je voyais ces expériences de repreneurs autour de moi qui vraiment étaient dans la difficulté parce qu'ils étaient loin de chez eux. Et je me souviens très bien que 48 heures avant de faire le call, je me dis non, mais en fait, ça sert à rien, je vais perdre mon temps, je vais faire perdre son temps au cédant. Si la boîte est à Annecy, il n'y a aucune chance que je l'achète. Aucune. Et puis, je me dis, ouais, c'est pas très poli d'annuler 48 heures avant. Donc, je vais faire le call et au pire, j'obtiendrai toujours des bonnes informations. Et en fait, je fais le call et donc dans la liste de questions, dans une des listes de questions que j'avais adressées, tu vois,
comment administrer l'entreprise en n'étant pas à Annecy. Et là, Timothée me répond, ah mais t'inquiète pas, 100% des équipes sont en remote, donc tu peux habiter où tu veux, euh, aucun impact sur l'organisation. Et le critère de la localisation, c'était le seul critère qui me manquait pour valider tous les critères de ma fiche de cadrage. Oui, parce que tu parlais de ta fiche, tu parlais de ton parcours. Globalement, là, en termes de match, j'aurais pas pu penser à quelque chose de plus parfait. Ouais, exactement. Et c'est pour ça que, en fait, donc j'ai été assez rapidement excité par le sujet. J'avais, pendant que je discutais avec Timothée, j'avais une autre entreprise avec lesquelles j'étais en phase avancée. Euh, Plus ou moins les mêmes critères. On est sur du digital, on est sur du service aux commerçants, on est sur du paiement, on est sur un modèle SaaS, abonnement Que tu récurrent. connais. Ah, voilà. Euh, Avec une rentabilité financière qui était un peu plus tricky, mais sur lequel il y avait des choses à faire. Mais quand j'ai vu, et donc quand je suis sorti de ce call-là, je me suis dit, OK, bon, les signaux sont au vert, donc très rapidement, j'ai organisé une rencontre avec Timothée. Et dès cette rencontre-là, premier jour où je l'ai vu, je suis sorti, je me suis dit, OK, c'est bon, c'est celle-ci. C'était bonne. Ouais. C'était Et parfait, même niveau chiffres, ça paraissait cohérent, la valo, etc. non, j'avais, quand j'ai rencontré, on n'avait pas parlé de valo. Alors ça, c'est peut-être un tips qu'on peut discuter aussi. C'est que je n'ai jamais discuté chiffres, valo, quoi que ce soit, avant d'avoir rencontré au moins ouais, 2 fois le cédant et de m'être fait une vraie religion sur est-ce que la boîte est saine, est-ce qu'elle est structurée, est-ce qu'il y a de la méthode, en gros, qu'est-ce qu'elle contient, tu vois. Parce que ce que je voulais pas, c'est être biaisé par des aspects de prix, en me disant c'est cher ou pas cher, elle est très rentable, enfin, les bits, etc., tu le connais, mais si tu veux, la notion de Ouais, mais prix, si t'as pas une idée de combien il en veut, pour moi, il y a des gens, j'en ai rencontré énormément des vendeurs qui vivent pas dans la réalité et que tu pourras pas leur faire changer d'avis. Et, euh, et, et j'aurais peur de faire la stratégie dont tu parles parce que si quelqu'un se dit qu'il va vendre 3 fois son chiffre d'affaires, s'il est pas au courant que tu vois, c'était multiple de BE ou quoi que ce soit, parce que lui il te dit, oui, il y a un énorme potentiel et j'ai travaillé 5 ans dessus et là, bon, il gagne pas d'argent, mais énorme potentiel. Si tu tombes amoureux de la boîte parce qu'elle est bien, mais qu'il en veut quelque chose de totalement délirant, c'était jamais arrivé du coup ouais, entre guillemets, perdre ton temps parce qu'au final, la personne n'était pas très réaliste. alors si, il y a une boîte comme ça que j'ai étudiée, où j'ai perdu mon temps parce qu'il en voulait, un chiffre qui était complètement dingue. Mais encore une fois, c'était au début de ma recherche et en fait, moi, j'avais posé la question tout de suite, tu vois? Un peu naïvement: «OK, bah, vendez votre boîte, combien vous la vendez?» «Ah OK, bon, très bien», tu vois? Et sans, du coup, derrière avoir fait tout ce travail, d'analyse, de compréhension et cetera. Et du coup, moi, j'ai préféré Ok, j ah, c'est simplement intéressant. préféré faire l'analyse inverse qui était de dire: «En fait, heu, le prix, pour l'instant, c'est pas ce qui est important parce que si vraiment la boîte, elle est structurée, elle a de la méthode, elle a de la récurrence du client, et cetera. En fait, c'est des éléments qui factuellement, peuvent s'expliquer, peuvent se discuter ou en tout cas, voilà, c'est rationnel. Si Et se financer. et se financer. Si Ouais. il est important pour moi, c'est-à-dire le fait que ça soit structuré, qu'il y ait de la méthode, et cetera, je n'ai pas les réponses, bah, en fait, je vais même pas discuter du prix, puisque ce sont pas des critères. En fait, c'est des critères qui sont fondamentaux pour moi dans ma fiche de cadrage. Tu vois? C'est le fait qu'il y ait des fondations qui soient solides. Donc, c'est comme ça que je l'ai fait pour, encore une fois, éviter d'être biaisé par l'angle du prix et de se dire, ah, ok, bah,
Je m'achète une boîte que je peux me payer, quel que soit ce qu'il y a à l'intérieur, quoi. Ok, ah, c'est intéressant. Donc, ce que tu dis, c'est pour pas être. Ouais, ok. Tu veux te concentrer sur la qualité et pas sur le prix. Et donc, tu te dis pas, oh là là, ça c'est juste trop gros, c'est impossible. Tu te dis, elle fait l'ordre de grandeur de chiffre d'affaires que je veux, le pourcentage de BE que je veux. Le prix, ça viendra demain. Je veux pas m'empêcher de rêver. Si c'est la bonne boîte, on trouvera des solutions. C'est un petit peu comme ça que tu le vois? Exactement. Et Ok. en tout cas, c'est comme ça que j'ai été accompagné aussi chez RH Présence. C'est hyper intéressant. C'est de se dire, en fait, même ne regarde pas le niveau de BE dès le départ, parce qu'en fait, il y a plein, en fait, chaque entreprise est gérée de manière différente. Chaque dirigeant se rémunère de manière différente. Tu vois, les EBE, est-ce qu'ils sont retraités, pas retraités? Est-ce qu'il y a du stock, pas du stock? Est-ce qu'il y a de la propriété intellectuelle ou pas? Est-ce qu'elle est propriétaire de ses bâtiments ou pas, etc. Donc il y a plein de critères qui rentrent en ligne de compte et qui peuvent t'empêcher d'avoir une bonne compréhension de l'entreprise si tu t'y attaches tout de suite à les regarder. Alors que si tu te moi, j'ai considéré que si je m'attachais vraiment au cœur du réacteur, au métier, à sa méthodologie, à ses clients, à son portefeuille, à ses collaborateurs, au turnover, aux valeurs de la boîte, à la culture, etc. En fait, c'était des greens ou des red flags qui ensuite me permettaient de dire, OK, bah, j'ai envie d'aller plus loin ou pas. Mais en fait, ça va assez vite après l'analyse financière, une fois que tu as les documents. Mais je voulais me faire une idée, en tout cas, de Valo. Du coup, pour t'expliquer comment ça s'est passé avec Lead Active, par exemple, c'est que moi, une fois que j'ai vu, donc on a fait ce premier rendez-vous, ensuite j'ai vu Timothée, euh, ouais, une journée complète où on a travaillé ensemble, vraiment livre ouvert, voilà, tout détaillé. Ok, Du là, coup, t'es vraiment tombé sur un vendeur transparent. Ça, alors c'est génial. Là, ça, c'est quelqu'un qui est. c'est aussi un des points sur lesquels je suis très, très chanceux, mais est-ce que tu es chanceux parce que tu as créé les conditions de l'être ou est-ce que tu es chanceux parce que c'est juste voilà, la chance. Mais je crois que il faut se créer les opportunités d'avoir de la chance et que ça passe par encore une fois ta posture, ta préparation, ta crédibilité, etc. Et une fois que j'avais validé, tu vois, ma compréhension de la boîte, que les clients, la solidité, etc. À ce moment-là, j'ai pu discuter avec l'intermédiaire et lui dire, OK, la question que j'ai posée, c'est est-ce que tu as une méthode? Est-ce que vous avez utilisé une méthode pour valoriser les titres? Si oui, laquelle? Et j'ai pas demandé le prix, hein. Je l'ai jamais. Et est-ce que tu peux m'expliquer quels sont les critères qui sont importants pour vous dans la LOI, dans la construction du prix? Mais je voulais pas demander un prix. Parce que derrière, ça te permet quoi? Ça te permet, en fonction donc de l'analyse que tu as faite, de toi faire ton exercice de mathématiques et de dire bah voilà ce que j'ai compris de la boîte, voilà les chiffres tels que je les lis et tels que je les retraite, voilà moi aider avec mon cabinet, avec le marché, etc. En fonction de la méthode de valorisation que vous avez retenue, donc un multiple, en l'occurrence un multiple de l'EBE. Voilà la lecture que j'en ai et en gros, heu, la l'environnement dans lequel je me situe et voilà comment je voudrais constituer, mon prix et mon offre. Qu'est-ce que vous en pensez? Tu vois? Et c'est là qu'on a commencé à rentrer dans une discussion qui du coup était super intéressante parce que tu discutes pas un prix, tu discutes: «Est-ce qu'on est d'accord sur la méthode de valo? Oui, non. Est-ce qu'on est d'accord sur le multiple? Est-ce qu'on est d'accord sur les retraitements qu'on a mis, dedans? Est-ce qu'on est d'accord sur la construction du prix, est-ce qu'il est séquencé ou pas? Et est-ce qu'on est d'accord sur les à côté, du type l'implication du cédant pendant une certaine période, etc.
Et donc, tu as commencé par qu'est-ce qui est important pour le cédant? Qu'est-ce qu'il acceptera? Qu'est-ce qu'il acceptera pas? C'est pas juste il vend sa boîte, c'est quoi le projet? Exactement. En gros, c'est, hem, alors il y a la compréhension de pourquoi il vend, ça c'est vachement important, aussi parce que, tu peut-être pas tout à fait dans la même posture, en tant que repreneur quand tu es face à un cédant qui a, 65 ans et qui va probablement prendre le dernier chèque de sa vie, que d'un repreneur, d'un cédant comme Timothée, qui est, qui a monté sa première boîte, qui a envie d'en monter d'autres, qui a plein de projets. Euh, et ça veut pas dire que tu vends ta boîte au rabais, bien au contraire, mais ça veut simplement dire que la logique, tu vois, d'utilisation de ce chèque-là, elle est peut-être un peu différente. Donc c'est d'autres chemins. Et donc en fait, l'idée, mais c'est dans c'est de la méthodologie de vente, hein. C'est vraiment de comprendre, C'est la heu, psychologie aussi. tu vois? C'est comprendre, heu, quel est le positionnement de mon cédant? Qu'est-ce qu'il cherche à obtenir? Quels sont les rationnels auxquels il fait attention? Et du coup, comment moi je m'inscris là-dedans? En argumentant sur ma lecture de ses propres rationnels et qu'est-ce que je mets en face, tu vois? Et du coup, la discussion, tu plus dans une discussion de posture. Tu vois? Moi, je déteste les négos de posture où tu dis un, bah non, c'est, 2. Bah ouais, pourquoi? Bah parce que c'est 2. Bah bon, OK. Tu m'as expliqué que vous aviez une méthode, tu m'as expliqué que, ce qui était important pour toi, c'était, la constitution du prix, le timing et cetera, les équipes, les lignes rouges et compagnie. OK, bah voilà, moi, ce que je te propose avec ma lecture. Ça, c'est le premier point. Et on top de ça, on parlait du projet tout à l'heure et de l'après. Moi, j'ai présenté mon offre en écrivant une lettre qui explique mon projet. L'idée, c'était pas de dire je fais juste une LOI pour faire une LOI. J'ai donné une vision de pourquoi j'aime la boîte, pourquoi elle correspond à mes critères, pourquoi je pense que je suis le bon repreneur pour pouvoir reprendre la boîte, et en gros, quelles sont les garanties, ou les grandes lignes directrices, de ton projet, pour que ton cédant valide en fait que tu as l'ADN, tu vois, l'ADN qui correspond à la boîte. Et c'est un peu, tu vois, en termes de, en termes de formule, tu vois, c'est, en fait, faut valider que tu as le bon ADN, mais tu réécris enfin, tu vas réécrire quand même un peu le code de génétique de cet ADN, parce que toi, quand tu vas arriver dans cette boîte, tu vois, tu vas t'inscrire dans un chemin, mais en même temps, tu vas en réécrire, ou en tout cas, tu vas améliorer certaines choses. Et donc, ce qui est important pour le cédant, en tout cas, moi, dans mon cas personnel, c'était de valider que j'avais le bon ADN, la bonne culture et les bonnes valeurs par rapport à ce que lui, il avait construit. Et donc, associer, d'associer le projet, la vision avec la compréhension du prix et de ce qui est important pour le cédant, ça permet de tout mettre sur la table et donc d'être dans une relation très transparente et très directe, où tu vas vraiment au fond des choses. Là, tu pousses vraiment le travail de te vendre. Je pense que c'est aussi dépendant à ce projet où c'est sûrement un vendeur qui en avait vraiment quelque chose à faire de l'avenir de sa boîte. Comme tu dis, c'est voilà, il avait des équipes, je crois une dizaine de personnes derrière, sûrement avec qui il passait tellement d'heures que c'était tous ses copains. Ouais. Et est-ce qu'il y avait aussi, donc comment est-ce que tu peux parler un peu de la c'est pas forcément très intéressant, est-ce qu'il y avait une partie structuration où du coup une partie de ce que tu lui dois sera dans le futur et donc dépendra de toi de pas planter la boîte. Et donc, est-ce que c'est cet effort de dire, je te prouve que je vais pas la planter et que tu vas entre guillemets être payé et que ça va bien se passer pour tes employés? C'était quoi le plus important sur lequel, les points sur lesquels on rassurait? Non, parce que alors je sais qu'il y a des deals qui se font comme ça. Heu, Encore une fois, le fait d'être accompagné par un cabinet,
ça te permet aussi de proposer les bonnes mécaniques. Et c'est vrai que cette mécanique du complément de prix, tu vois, à horizon 1 an, 2 ans ou 3 ans, ou du crédit vendeur aussi, on peut parler de crédit vendeur. Elle est parfois un peu bancale, voire même assez dangereuse. Le crédit vendeur, il est assez dangereux parce qu'en fait, en tant que cédant, tu jamais vraiment sûr d'être payé de ton crédit vendeur. Heu, c'est très facile, pour le repreneur de ne pas payer son crédit vendeur. Tu peux très bien t'organiser pour pouvoir le faire. J'ai déjà entendu des histoires de ce type. Donc il faut plutôt l'éviter. En plus, le crédit vendeur, en fait, c'est OK, c'est pour permettre, de payer peut-être un peu moins, upfront, mais quelle est la réelle implication du cédant là-dedans? Bah, ça dépend si, vraiment il est investi ou pas investi. S'il est pas investi, bah, quelle est la valeur ajoutée de l'avoir, au board ou en tant qu'actionnaire versus, une banque ou un BPI ou autre qui pourrait tout à fait tenir ce rôle-là. Et concernant le complément de prix à horizon 1 an ou 2 ans, en fait, effectivement, pour le cédant, il a aucune garantie, que, tu atteignes bien les objectifs, fixés puisqu'il a plus le contrôle, là-dessus. Donc c'est quand même un Exactement. peu un pari, pour lui. Ça, le earn-out, ça marche, quand c'est un gros fonds qui rachète et qui garde, tout le monde et qui, tu vends pas ta boîte, tu vends un business plan sur 5 ans. Donc là, Exactement. oui, mais je suis d'accord que tu peux pas dire à quelqu'un tu peux pas avoir un désalignement des incentives comme ça où, lui, il va juste espérer que tu fasses le taf alors que toi, tu es incité entre guillemets à être juste en dessous de l'objectif. C'est pas très sain, je suis totalement d'accord. OK, donc Donc toi, c'était donc on moi, se met d'accord et voulu, c'est ça? j'ai voulu faire un deal qui soit le plus simple possible pour tout le monde. Donc un deal, tu vois, à 100 direct, dans lequel, il y a un accompagnement, pendant une période de 3 mois, parce que c'est la période que j'ai estimée, nécessaire pour, avoir une bonne transition, sans, que ça soit trop long, pour lui et pour moi. Parce que nécessairement, tu peux pas demander à quelqu'un qui, a revendu sa boîte, heu, de rester avec toi pendant longtemps parce que, mine de rien, il s'en détache. C'est normal, c'est humain et aussi d'un point de vue des équipes et des collaborateurs, c'est très difficile à gérer, tu vois? Si tu as, 2 dirigeants, l'ancien, le nouveau, bon OK, comment, qui on avec qui on discute, qui porte la vision, qui enfin, en tout cas, moi, c'était pas mon mode de fonctionnement. Hem et l'idée, c'était vraiment d'avoir, un deal qui rassure tout le monde, sur lequel il y ait pas de conditions, autres que celle de: on est d'accord sur, la mécanique du prix, on est d'accord sur la transition et l'accompagnement et derrière, c'est ce qui nous permet d'avoir une relation saine et hyper directe parce que du coup, il y a pas d'arrière-pensée, quoi, tu vois? Et la condition de réussir à avoir le financement, j'imagine? Et la condition de réussir le financement et donc ça, c'est un autre point, tu vois? On parlait de préparation et de crédibilité et cetera. Donc le fait d'être accompagné par un cabinet, encore une fois, peut te permettre, d'accéder, très rapidement aux bonnes personnes, dans les banques. Moi, je te donne exactement mon calendrier, que j'ai utilisé. J'ai signé ma LOI le, je crois que c'était le 8 mai, quelque chose comme ça. Non, pardon, le 8 juin. Bon. On a commencé les audits le 20 juin. Le 2 juillet, j'ai commencé à prospecter les banques. J'en avais 8. J'ai prospecté des banques locales et des banques, nationales. Donc en gros, banque locale avec pouvoir de décision local et banque nationale. J'avais préparé un mémo écrit format Word de 25 pages sur et donc c'était moi qui l'avais écrit, c'était pas le mémo du broker. Sur ma présentation, qui je suis, mon parcours, qu'est-ce que j'ai fait, ma compréhension de la boîte, le projet, toute la partie, financière, toute la partie produit, toute la partie analyse de marché stratégique, toute la partie pourquoi cette valo,
comment t'expliques la valo et pourquoi cette valo, voilà, il faut la prendre en compte. Et derrière, j'avais fait une note de synthèse de 2 pages, enfin un recto verso, qui exprimait de quoi on parle, quel est le deal, combien j'ai besoin, quel est le timing, quelles sont mes conditions. Donc, en gros, d'anticiper les conditions que je demande à la banque plutôt que d'être Ouais. et donc ça, bah, c'est des choses que tu apprends au fil de l'eau et que tu apprends aussi parce que tu as des gens qui te conseillent, tu vois, sur bah, le blocage du compte courant ou pas, quelle est la répartition entre le capital et l'apport en compte courant que tu peux faire, la distribution de dividendes, est-ce que tu peux l'autoriser avant d'avoir remboursé la fin de ta dette senior, etc. Toutes ces conditions-là, moi j'avais expliqué. Donc du coup, j'ai donné ces 2 documents. La première Et banque tu que avais je un business plan avec des projections financières? j'avais un business plan avec des projections financières, tout, le site, tout. La première banque que je suis allé voir, c'est la BPI. Et c'était stratégique pour moi parce que donc je voulais avoir la garantie BPI et j'étais pas au clair si je voulais faire le prêt, transmission, enfin tu sais les prêts innovation là, pour la reprise d'entreprise et j'ai rencontré la BPI, une dame super qui s'appelle, Isabelle Buis, heu, qui avait préparé le rendez-vous avec le directeur du digital de la BPI à Lyon. Ah ouais, c'est pro. Du coup, elle m'a bien challengé, tu vois? Et elle m'a bien secoué pendant le rendez-vous aussi. Mais c'était, tu vois, c'était bien. Et on parle du dispositif et tout, et elle me dit, bah voilà, le prêt innovation, nous on fait ça, vous êtes pile dans la cible, etc. Et en fait, c'est vrai que c'est vachement bien parce que la BPI, ils ont la capacité de t'accompagner, et notamment sur les 2 premières années où tu ne rembourses pas ta dette, c'est juste décalé de 2 ans. Tu vois. Donc en fait, les 2 premières années post-reprise, bah, tu as un peu plus de respiration au niveau trésor, parce que du coup, bah, tu peux investir sur des projets, tu peux accélérer, tu peux faire plein de choses. Et alors, c'est sûr que c'est des prêts qui coûtent un peu plus cher, mais en même temps, euh, vraiment, tu bénéficies de ça. La BPI, je les ai vus le 2 juillet. Le 8 juillet, j'avais mon accord signé. Pourquoi j'ai eu mon accord signé le 8 juillet? Et encore une fois, c'est pas de la prétention de dire qu'on fait mieux que les autres. Elle m'a dit, à la fin du rendez-vous, elle m'a dit: «Je n'ai aucun document complémentaire à vous demander». Donc, elle gagne du temps. Donc, comme elle gagne du temps, tu peux tout de suite passer dans le comité. Et encore une fois, t'es sérieux, t'es crédible, donc ils ont envie de te financer. Et du coup, une fois que tu as ton accord écrit de la BPI, quand tu prospectes les autres banques, tu leur dis: bah voilà, moi j'ai déjà l'accord là, sous les yeux. La discussion, elle est vachement plus facile. Clair. Ah, c'est eux le client. C'est toi qui choisis. Exactement. Et donc, à partir du 8 juillet, je les ai tous rencontrés. Le dernier premier rendez-vous que j'ai fait, c'était le 9 août. Donc, tu vois, j'ai mis à peu près un mois pour avoir tous les rendez-vous avec les vacances et compagnie. Et le 15 août, j'avais eu 7 accords sur 8. La seule banque qui ne m'a pas donné d'accord, c'est ma banque perso. Alors que je pensais que c'était la seule qui irait. Et en me disant, en fait, c'est une banque nationale. Le pouvoir de décision est à Paris. Et du coup, euh, le fait de ne pas avoir pu expliquer en détail certaines choses, tu vois, versus une banque locale, bah, la compréhension était moins bonne. Et donc, voilà, ils ont dit, on n'y va pas. Mais c'était pas grave, parce que moi, enfin, toutes les autres banques que j'avais C'est me d'accord. me disaient, OK, nous, on veut y aller, on veut y aller avec vous. Et encore une Et fois, moi, c'était quoi la répartition entre la banque et la BPI? Comment ça s'organise, le crédit? alors moi, j'ai 3 banques. En gros, j'ai la BPI et j'ai 2 autres banques. La BPI a financé 40% de la dette
et les 2 autres banques, ont financé 30 chacune. Et la BPI est garante sur les 60 restants ou pas? Ah, c'est bien. Pour une banque, tu leur as fait leur travail, quoi. Ouais, et en même temps, ça a permis le fait d'avoir 2 banques. Moi, comme j'ai une logique derrière de structuration et de build-up, en fait, moi, je voulais tout de suite créer les conditions où j'avais des partenaires bancaires que je mettais dans les bonnes conditions pour pouvoir proposer Mmh. des projets, derrière. Donc le fait d'avoir 2 banques, 1, c'est un peu tactique parce que, ça te permet, de jouer avec les conditions des uns et des autres, d'accord? Mais c'est aussi stratégique parce que demain, si tu veux relever, de la dette parce que tu as une bonne opportunité, derrière, c'est plus facile pour une banque, de te solliciter un prêt, de, X centaines de milliers d'euros, plutôt que d'avoir à poser, plusieurs millions d'euros, directement. Et Est-ce que tu as mis, un apport et si environ quel est le pourcentage? ouais, grosso modo, l'apport, il est d'à peu près 20. Classique. Ouais. Classique bien. Ouais, et encore une fois, heu, c'était je pense que j'aurais pu mettre un peu moins, mais je pense que c'est aussi le bon niveau, d'investissement. Tu vois, si on reprend l'exercice de tout à l'heure, faut aussi y mettre, de sa poche, tu Ouais. vois? Voilà, se sentir vivant par rapport à ça, et complément, j'ai fait financer aussi, toute la partie frais, annexes, parce qu'évidemment, ce qu'on dit pas dans la reprise, c'est que il y a une équipe que tu finances, il y a ton cabinet que tu payes, OK, mais ton cabinet que tu payes, il est aussi partie prenante dans la bonne exécution du deal, donc il y a un fees à payer sur le montant, de la prestation. Il y a tes avocats, et moi, en l'occurrence, j'avais, une équipe de 4 avocats, parce que tu as, la conduction du deal, tu as la partie, contrat, tu as la partie sociale. Quand tu as plus de 10 collaborateurs, il faut quand même faire attention. Tu as la partie, RGPD parce qu'on est dans un environnement où, pour nous, c'est vraiment stratégique, c'est le cœur du système. Hem, Tu as la partie, fiscale. Donc du coup, tu as plein d'avocats qui peuvent t'aider à faire du M&A, OK, à construire ton deal, mais tu as aussi, toute la partie derrière qui nécessite vraiment d'aller dans le détail pour être sûr de, voilà, derrière faire la bonne construction, côté, garantie d'actifs passifs, et cetera. Donc tu as ces partenaires-là, et puis ensuite tu as l'expertise comptable, Ouais, qui elle t'aide sur cette partie, audit. Donc ça peut vite faire des montants qui sont très importants, et qui sont tu as les droits financés. de mutation, Ouais, exactement. Ouais, ouais, donc une petite partie pour l'État. tu une petite partie pour Ouais, l'État, tu as la garantie de la BPI que tu payes, d'une certaine manière, aussi, puisque tu la payes ouais, upfront. OK. Donc ça fait des montants, tu vois, grosso modo, tu as quasiment, 10 du prix, tu vois, qui en plus, qui peuvent être des frais. Alors après, plus la boîte est grosse, plus ça s'écrase, mais ça peut être important. Donc en Et tout donc cas, quand ça. tu finances les 20, c'est dire: «Je paye, mes frais plus, j'ai de l'argent dans le deal et je». Donc moi, j'ai mon apport, et derrière, le financement que j'ai fait, a permis de financer la valeur des titres plus, les frais de l'opération, on va dire. OK. Pascal, c'est génial, c'est incroyable. Je pense qu'il faudra qu'on se reparle, je sais pas, d'ici 6 mois pour parler du build-up. Parce que je pense que quand tu nous présentes ça, on voit que tu as structuré. Bon, déjà, c'est incroyable. Franchement, c'est un super parcours. J'ai pris 4 pages de notes. Je sais pas si tu me voyais écrire. J'ai plein de questions à te poser, mais je sais pas toi, mais on avait prévu jusqu'il y a 30 minutes. Ouais, Donc là, j'ai tous mes rendez-vous où j'envoie des messages pour dire j'arrive. Mais fallait pas qu'on coupe, c'est hyper intéressant. Je pense que ça va inspirer beaucoup de monde. Je pense qu'il y a des gens qui vont vouloir te contacter. Tu as des super conseils. Moi, ça me donne envie de parler à toutes les personnes que tu as citées. Merci. On discutera plus tard de comment on peut continuer à partager ton expérience. Parce écoute, que franchement, t'as plaisir. fait les choses de manière hyper pro. On sent que c'est la première d'une potentielle série.
Merci, merci. Écoute, est-ce que c'est la première d'une longue série? C'est l'objectif. En tout cas, là, on va s'attacher à réussir cette première. Et effectivement, il y a plein de challenges. Peut-être que le prochain, tu vois, ce qui serait intéressant de discuter, c'est un peu ce que je te disais tout à l'heure sur la partie repreneur post-reprise. C'est un peu, ok, à quoi il faut s'attendre, quoi. Quels sont un peu c'est quoi le quotidien? Et encore une fois, c'est assez récent, mais en gros, c'est quoi les grands enjeux? Parce qu'il y a des choses pour lesquelles tu es préparé, d'autres un peu moins, mais avec plaisir pour en discuter quand tu veux. Carrément, ouais, tu nous parlais de toi qui allais rencontrer des repreneurs pour un peu savoir quelle était la vraie vie, les surprises, les bonnes surprises, les mauvaises surprises, faire un peu un point. Et je pense que c'est un super sujet. En effet, on s'est forcé à pas parler de l'entreprise en particulier, parce qu'aujourd'hui, le but, c'était vraiment de parler du process. La prochaine fois, on pourra parler du quotidien, peut-être après 6 mois. Merci énormément, Pascal, pour ton temps. C'était un super épisode. Et je te souhaite très très bonne fin de journée du coup à toi. Ça marche, toi aussi. Merci encore pour ton temps. Salut Pascal. Bye bye.